Eh bien, bon matin, bonjour, et oui, je commence tout le temps mes cours, même l'après-midi par un bon matin, Sylvain, imagine-toi. Fait que, eh oui, quelque part dans le monde, c'est le matin, apparemment. Fait que, salut à toi, j'espère que tu vas Bon bien. matin. Bon matin, et Chute, qui est mon invité habituel des Politicas, qui me dit un Politicas sans moi, je suis quasiment insulté. Mais écoute, Chute, c'est dommage, mais nous par ici, on est, tu sais, on dit tout le, tu sais, on dit ces temps-ci dans l'actualité, ça prend un adulte par classe. Mais vu qu'ici on parle entre profs, ben on peut pas juste prendre un adulte, aussi respectable soit-tu, par podcast ici, malheureusement. Mais sache que c'est prévu que tu reviennes. Ne t'en fais pas, c'est prévu que tu reviennes. Faut qu'on s'en rejase de tout ça. Cela dit, donc Sylvain, bonsoir à toi. Bonsoir. J'espère que tu vas bien, la rentrée pas trop dure. La rentrée intense, mais ça va Mhm. bien. Ah oui, ben oui, c'est parfait ça. L'important c'est que ça aille bien, parce que quand ça va pas bien, ça paraît dans une classe et les élèves ils font ouais, le prof il a l'air d'avoir fait la même chose que nous autres en fin de semaine. Fait que faut éviter. Il faut éviter en effet. Alors du coup, aujourd'hui, je voulais inaugurer la rentrée, donc les premiers podcasts de ma nouvelle saison en parlant de l'école québécoise parce que bon, c'est un sujet qui est hyper important, mais aussi un sujet qui est malheureusement très malmené par l'actualité actuelle. On peut mélanger, tu sais, d'abord toutes les revendications syndicales qui font pas nécessairement l'unanimité au sein des enseignants, mais aussi des parents et de la population. On ajoute à cela, tout début de nouvelle année scolaire comme d'habitude, le fait qu'on a une énorme pénurie d'enseignants et qu'on engage des adultes pour combler les postes manquants. Chose qu'on ne ferait jamais ailleurs. Ça prend un adulte par table d'opération. On n'entendra jamais ça. Donc, Non. jamais, jamais. Alors, je trouvais ça important de commencer l'année en parlant de ça, puis en démystifiant un peu ce qu'est l'école québécoise, parce que il faut savoir que l'école au Québec, c'est un modèle à suivre, selon moi. Un modèle, pas au sens que c'est la meilleure chose à suivre, mais au sens qu'on a un modèle à travers notre programme de formation de l'école québécoise, le PFEQ, donc le programme d'enseignement au Québec, ou la réforme pour ceux qui ont mon âge, puis qui ont vécu cette transition-là. Et il se trouve que ben c'est souvent très mal connu, surtout par les acteurs des médias qui, eux, n'ont pas connu la réforme. Parce que moi, je suis né en 94, puis il se trouve que j'ai été la deuxième année de la réforme. Dans mes souvenirs, j'ai été la deuxième année de la réforme et j'ai comme pas vraiment connu l'ancien programme. Il y a beaucoup d'intervenants médiatiques qui n'ont pas été à l'école dans la réforme à l'heure actuelle, qui ne la connaissent pas, et qui continuent d'en parler, de parler de l'école et de dire à quel point c'était donc mieux avant, puis que maintenant les jeunes ne savent plus rien, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je voudrais faire un petit tour d'horizon, puis parler de l'éducation au Québec, de l'avenir au Québec, puis qui de mieux que Sylvain ici présent pour en parler avec moi. Sylvain, le prof sur TikTok, que je vais laisser se présenter maintenant. Donc, Sylvain, parle-nous un peu de toi. Ben, Sylvain Duclos, enseignant en mathématiques sur la Rive-Sud de Québec, prof TikTok depuis maintenant un an et demi. Hmm? Euh, Aventure qui a franchement pris beaucoup trop d'ampleur. Moi, j'allais faire des TikTok pour avoir du fun, là, finalement. Finalement. Une couple de 1000 abonnés plus tard, j'ai appris un petit peu trop d'ampleur. Puis à part de ça, écoute, moi, à la base, je viens de la pandémie. Ah oui? Moi, j'avais une chaîne YouTube qui est partie avec la pandémie, ça s'appelait Une heure par jour, où est-ce que je faisais des vidéos, justement, d'applications pédagogiques pour pouvoir enseigner en ligne. Mhm. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans les médias. Puis après ça, Facebook, Twitter, etc. Puis là, je suis rendu sur TikTok. Puis j'ai Hmm. beaucoup de plaisir à parler d'éducation partout, sur TikTok, dans les médias, etc. Ça. Même quand il faut répondre aux commentaires désobligeants de certaines personnes. Je suis quand même pas pire passif-agressif pour répondre aux commentaires désobligeant les gens. Ah ben c'est correct aussi, c'est un peu ce qu'il faut aussi, tu sais, à la fois on maintient notre image professionnelle avec une certaine fermeté à travers tout ça, puis une défense importante de l'éducation québécoise selon moi. Donc c'est super bon. Puis en plus, tu as devancé justement la question que j'allais te poser tout de suite, tu sais, comment tu as commencé à faire du TikTok, là, je voulais te le demander. Puis j'en profite là, on écoutait un Vox Pop au début, ton avis à ce sujet-là, as-tu envie de nous en parler un petit peu? Ah, écoute, c'est complètement déprimant. Ça n'a aucun sens. On le sait là, que Guy Nantel a pris les pires extraits, les personnes qui étaient le plus dans le champ, mais de penser qu'on ne puisse pas situer le Québec Mhm. dans le Canada sur une carte, ça me sidère totalement. Fait que, tu sais, quand on dit ça prend un adulte par classe, écoute, ça prendrait un examen de connaissance avant de rentrer dans une classe, là. Ah, carrément. Moi, Ben, déjà là, ce serait pas suffisant, on s'entend, là. Ça prend une formation, mais Ah plus ben, que ça. certes, moi, pour vrai, mon constat personnel, c'est on le sait qu'il prend les pires, mais on s'attend pas à ce que le pire soit aussi pire.
C'est surtout ça qui dit, ok, tu sais, que quelqu'un connaisse pas les 11 nations autochtones du Canada, c'est correct. Je les connais pas toutes non plus, puis pourtant je suis supposé les connaître. Je suis formé en univers social et en CCQ éthique. Je devrais les connaître, mais je les connais pas tous. Mais 7h04, non. 7h04, ça c'est un gros non. Le Groenland au sud du Québec, c'est un gros non plus. Non. Et non, en effet. Donc, bref. Mais bon, rassurez-vous, ceux qui sont dans vos classes ne sont pas ainsi à l'heure actuelle au Québec. J'espère. Je fais un vœu pieux puis je touche mon bureau qui est en bois en disant ça, en espérant qu'il n'y ait pas un article demain matin qui sorte où il y a quelqu'un qui apprend à lire l'heure à des enfants de 2e année puis qui dit qu'il est 7h04 sur une horloge. J'ai touché du bois très fort. Donc, c'est fait. C'est fait. Mais merci, écoute, pour la présentation. Donc, mettons que je posais la question. Souvent, comme je disais, dans les médias, on a un avis souvent très particulier sur l'école québécoise en général. Mais il faudrait commencer par préciser d'abord, avant même d'avoir un avis sur les méthodes pédagogiques, comment ça marche, puis comment on enseigne, la chose la plus importante à faire, puis c'est la même chose quand on fait nos travaux, c'est d'avoir une intention pédagogique. Eh oui, et on le dit aussi souvent à nos stagiaires. Je sais pas si tu as déjà pris des stagiaires durant ton parcours. Oui, on le dit tout le temps. Ça prend une intention pédagogique à chaque travaux qu'on donne. Mais du coup, c'est quoi l'intention pédagogique de l'école québécoise? C'est quoi ses objectifs selon toi? Comment tu les définirais? Écoute, l'intention pédagogique de l'école québécoise, je ne suis même pas certain qu'en 2023, on soit capable de dire c'est quoi. Mm-hmm. Tu sais, à la base, on veut, tu sais, j'y retrouve tout le temps les trois, puis j'y cherche tout le temps. Je suis sûr que tu les as préparés dans tes cues, là. Les trois On quoi? veut instruire... Ok. Ces trois-là. Ok. Attends un peu, Ça, là. C'est des compétences transversales, ça, il me semble. Non. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, moi, en tant qu'enseignant, ce que je vise pour mes jeunes, c'est de développer leur plein potentiel. Moi, c'est ce que je fais dans le day-to-day. Qu'est-ce que l'école est supposée de faire? Je pense que c'est d'ouvrir le monde à chacun de nos jeunes, puis justement de les amener à aller à leur plein potentiel. Mais on a comme un contre-discours qui est, ben, il faut les diplômer, il faut les préparer à l'emploi. Puis je ne suis pas certain que notre école, elle prépare, du moins au parcours général, primaire, secondaire, on va s'entendre, je ne parle pas du cégep université. Primaire, secondaire, on ne prépare pas les jeunes à l'emploi. Ce n'est pas notre visée, ce n'est pas ce qu'on essaie de faire. Et souvent, quand on s'obstine avec des gens sur les réseaux sociaux, ben, c'est là-dessus que ça accroche. Ce que tu nous montres en classe, ça ne nous prépare pas à faire une job. Mais c'est pas ça mon but. J'ai même pas essayé de te préparer à faire une job. Si je voulais que tu cloues des clous, je te montrerais à clouer des clous, je te laisserais le marteau, on pratiquerait ça, mais c'est pas ça que je te montre. Fait que la visée, pour moi, socialement, elle est pas claire. Dans les programmes, elle est semi-claire, mais socialement, elle est pas comprise, elle est pas pour tout le monde. Je les ai les trois: instruire, qualifier, socialiser. Et voilà. J'avais instruit. Ah, ben c'est bien. Instruire dans un monde du savoir, qualifier dans un monde en changement et socialiser dans un monde pluraliste. Précisément, voici le PFEQ en 3 phrases. Très simple. Mais oui, en effet. Puis je te dirais que, tu sais, moi aussi, en tant qu'enseignant, surtout en CCQ, là, la partie qualifiée dans un monde en changement, c'est probablement la partie la plus importante. Puis je dirais que ça l'était énormément quand on était en éthique et culture religieuse, parce qu'on rentrait vraiment dans le concret avec les religions différentes, les cultures différentes un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, même si on se centre plus sur le Québec, je suis quand même content de voir qu'on a le programme de CCQ n'a pas perdu cet objectif-là de vue. Et même s'il y a une primauté accordée davantage au Québec, au moins on est encore là-dessus. Puis je commence souvent l'année en disant à mes élèves, je veux que à la fin de l'année, quand vous allez franchir la porte ici pour la dernière fois, puis qu'après ça, vous la refranchissiez une nouvelle fois à la fin de votre secondaire 5 avec votre diplôme en poche, que vous soyez des citoyens prêts à vivre en société. Et des citoyens, c'est pas juste des gens qui travaillent et qui payent leurs impôts, c'est des citoyens qui font partie de cette société-là, qui acceptent leur rôle de citoyen, qui acceptent le fait qu'on vit en communauté, puis qu'il n'y a pas juste eux. Donc je mets beaucoup le message là-dessus aussi, personnellement, là. Mais c'est ça. Mais en mathématiques, communiquer ce message-là, tu sais, c'est ça qui est particulier parce que toi, t'enseignes les mathématiques. Oui. Ça, en maths, est-ce que ça t'arrive d'utiliser ta propre matière pour réussir à communiquer ce message-là, à travers tes exercices, à travers des problèmes mathématiques qui peuvent se rattacher à la vie en société?
C'est hyper difficile. Mhm, Sincèrement, là, quand on réussit à tomber dans le concret mhm. via les maths, c'est vraiment pas évident. Tu sais, on va parler d'impôts, on va parler de pourboire, tu sais, on va rouler là-dedans, là. Mhm. Mais sinon, vraiment pas évident. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je me demandais si c'était quelque chose de possible. Parce que j'essayais de l'imaginer, puis tu me disais ça. Je me suis dit, ah, attends, est-ce qu'il peut? Parce que je me souviens que quand je faisais mes propres examens de maths, on prenait des situations hyper concrètes, là. Tu sais, des Mhm. choses vraiment claires, comme par exemple une C1 où il faut que tu construises un cabanon, mais tu calcules les aires de tes. De tes. Écoute, je me rappelle même plus du nom. J'ai jamais été très doué en maths. Je suis désolé. De tes. Des formes, là. Des Hein, formes. On va on dire des pourrait l'air formes. des formes, c'est On va correct. dire des formes, c'est parfait. On va s'en sortir comme ça. Écoute, tu vas peut-être me trouver honteux, mais en toute honnêteté, je ne me souviens même plus comment faire Pythagore, alors que c'est tout le temps l'exemple qu'on sort, mais je me souviens plus du tout comment le faire. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait depuis mon. Écoute, tant que tu ne confonds pas Pythagore avec le nombre pi, moi je suis heureux. Ok, je suis soulagé. Tu vois, Ça tu va. mérites ton diplôme. Ok, Pas de parfait. C'est problème. bon, parfait. D'ailleurs, anecdote très drôle. À chaque fois que je donne une suppléance en mathématiques, la première chose que je dis aux élèves, c'est si vous avez des questions, demandez-moi rien. Je suis pas bon. Attendez de demander à votre prof. Moi, je suis là pour m'assurer que vous fassiez vos travaux. Moi, j'ai une collègue qui, lorsqu'elle me remplace, puis Mhm. tu sais, souvent, elle me remplace quand je suis dans l'école, puis je dis aux élèves, voici, bon, tel collègue, je ne nommerai pas. Je dis, puis posez-vous pas de questions. Si jamais elle fait des mathématiques, l'univers risque d'imploser. C'est ça. Ben, c'est comme ça, il y a des profs que vraiment les mathématiques ça fonctionne pas du tout, mais à l'inverse, là, ils rentrent en histoire, en français, en anglais, ou mettons en CCQ comme moi, là, ça sort tout seul, il n'y a aucun problème. Là. Donc, c'est vraiment deux esprits différents, mais écoute, ça fonctionne bien. C'est une dynamique qui fonctionne bien quand même à travers une école, parce que chaque prof va avoir quelque chose à offrir. Tout à Tu sais, fait. c'est ça, toi en tant que prof de maths, il y a des gens dont le cerveau est plus mathématique, que eux autres, ils vont accrocher, ils vont adorer ça. Puis ceux qui sont peut-être un petit peu plus, tu sais, style philosophie, pensée abstraite, eux autres, ils vont accrocher énormément sur les autres cours, etc. Moi, là, j'ai des élèves qui rentrent dans mon cours et que ça les relaxe de venir faire des maths, là. Ah ouais? Pour eux autres, là, c'est comme pas besoin de se poser des questions existentielles, je viens appliquer. C'est beau, je suis heureux. Ah, je me demande s'il y a des élèves qui se sentent comme ça après être sortis de mes cours, parce que, disons que moi, je les ménage pas, tu sais, je veux dire, je les pousse vraiment dans leur retranchement, dans leurs questions. Je fais un peu une job de prof de philo, je dirais, je les questionne, puis quand ils disent quelque chose, puis là, tac, je les questionne encore une fois, jusqu'à ce que je fais mon Socrate, si on peut le dire ainsi avec eux autres, là. Mais, Ah, ah, comme on dit. Mais c'est tellement le fun de voir des étincelles dans leurs yeux, qu'ils ont compris quelque chose, puis que là, ils accrochent, puis ils veulent participer, là. Ça, c'est la vraie paye d'un prof, c'est là qu'elle est. Mais malheureusement, cette paye-là, elle n'amène pas de pain sur la table. non, Donc, c'est ça. C'est un surplus de paye, c'est ça. ça. C'est ça. C'est le petit bonus pas imposable. On va l'appeler de même. Yes. Donc, puis sinon, justement, ben, on parlait des objectifs de l'école québécoise, puis souvent, je parlais aussi des médias. Il y en a beaucoup qui disent que les écoles maintenant n'apprennent plus, que les jeunes ne savent plus rien, qu'ils n'ont plus de connaissances, sont plus capables de rien faire. Puis si on regarde le Vox Pop de Guy Nantel, il y a des gens qui vont avoir tendance à donner raison à ces discours-là. Mais un des points importants justement du programme de formation de l'école québécoise, ça a été le changement d'approche. On est passé d'approche de connaissance par une approche par compétence. Peux-tu nous parler un petit peu de la différence entre les deux? Écoute, puis c'est assez drôle. J'écoutais avant que j'embarque là-dessus, Hmm? l'approche par compétence, lorsque le programme de formation de l'École québécoise a été écrit, c'est arrivé à la toute fin. Hein? Mhm. Les personnes qui travaillaient dessus ont fait ah, finalement, on va virer ça en compétences, 3 compétences par matière. Go, ils ont garoché ça là, à la toute fin. Ça, c'était même pas dans l'idée de base. L'approche par compétence, c'est vraiment d'axer sur l'élève est capable de mettre en action. On ne cherche pas nécessairement à apprendre par cœur. Puis moi, je trouve ça excessivement drôle. Parce que souvent, tu as les deux discours qui s'opposent, puis souvent, c'est les mêmes personnes qui tiennent ces deux discours-là. Moi, j'ai des gens qui me disent l'école, ça sert à rien, c'est rien qu'apprendre du par cœur. Et là, tu leur dis oui, mais non, mais ce qu'on fait, ça, c'est ça. Tu sais, on fait des situations concrètes, on met en action, les élèves vont avoir leur outil de référence. C'est ça, on nivelle vers le bas, on ne demande pas aux élèves d'apprendre des choses par cœur. Fait que finalement, les personnes, ils tiennent les deux discours des deux bords de la bouche tout le temps. Ils ne sont jamais contents. OK? Donc, approche par compétence, vraiment, l'élève doit être capable de mettre en action. L'approche par connaissance, l'élève doit savoir et nous recracher ça
souvent sans nécessairement comprendre, tout simplement. Moi, souvent, j'aime comparer ça à faire des pattes de chaise. Oh. Donc, je suis ébéniste. L'approche par connaissance, je connais les différents types de pattes de chaise. Je connais les étapes pour faire une patte de chaise. Je connais les essences de bois. L'approche par compétence, je me pratique jusqu'à temps que je fasse des motadines de belles pattes de chaise. Mhm. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mhm. Puis je trouve que justement dans ton domaine en mathématiques, c'est quelque chose qui s'applique tellement bien en plus là. Tu sais, les maths, c'est énormément de pratique, de pratique et de pratique. Puis souvent c'est plate, mais il y en a beaucoup qui ne remarquent pas que ça marche autant dans les autres matières. Tu sais, c'est facile de le voir en mathématiques, c'est facile de le voir en sciences, c'est facile de le voir en éduc. Veux pas. Tu Oui, pratiques un sport, en musique, en art, c'est la même chose. En français puis en anglais, on réalise pas nécessairement que c'est la même approche quand on apprend des règles de grammaire, qu'on corrige des textes, qu'on écrit. Et je dirais, en histoire, c'est la même chose aussi, même si on s'en rend pas compte. T'sais, sur les examens d'histoire, maintenant, il y a les opérations intellectuelles qui sont évaluées. Donc, est-ce que tu es capable apprendre de... à faire les liens. Exactement. Puis en éthique, les opérations intellectuelles ressemblent énormément à celles... ben, il y en a pas concrètement, mais quand on regarde concrètement comment les cours se donnent, ben, c'est quasiment les mêmes choses qu'on évalue. Créer des liens, réfléchir, être capable de situer à une époque aussi certains enjeux qui étaient autrefois puis qui ne le sont plus aujourd'hui, qui ont plus la même importance aujourd'hui. Et surtout de regarder ce qui se faisait autrefois avec les yeux d'autrefois. C'est quand on parle, par exemple, dans mes cours d'esclavage, ben, tout le monde s'accorde à dire que ça n'a pas d'allure. Et moi, je le rappelle, à une certaine époque, c'était la norme, c'était même normal. Et il y avait des études scientifiques validées par les normes et les institutions de l'époque qui soutenaient que l'esclavage était scientifiquement bon. Donc, ah oui, 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 oui. Ah oui, On s'en parlera après, je peux pas dire ça sur Twitch. Je peux pas dire qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Fait que. parfait. On va arrêter ça là. Oh ouais, on va arrêter ça là. Mais donc. Mais c'est bon, c'est vraiment comme ça, moi aussi, que je vois l'approche par compétence. Être capable, quand tu sors de l'école, de continuer d'apprendre malgré tout. Alors que si tu fais juste apprendre des connaissances, ben, t'apprends à utiliser Google. Ça, c'est facile. Ou Oui, ChatGPT. Mais ça, on va s'en parler après de ChatGPT. J'ai de quoi on se le dire. garde pour plus tard. Oh ouais, on se le garde pour plus tard. Donc, c'est bon pour ça. Puis, mettons, une journée typique dans la vie d'un enseignant, ça ressemble à quoi quand on inclut tout, là? Vraiment tout. Parce que souvent, on s'imagine que les profs, ils font 1h15, 4 fois par jour, gros top, des fois moins. Puis après ça, la journée est finie. Dans le fond, ils travaillent 3 heures, puis là-dessus, ils ont 1h30 de dîner, là. Tu sais, quasiment, là. Oui, oui. Ah Déjà là, oui. ça part bien, hein, Ah si c'est oui. réaliste. Ah oui. Écoute, ben tu le sais, Oui. une journée d'enseignant, tu sais quand ça commence, tu sais à peu près quand est-ce que ça finit, tu sais jamais c'est quoi le parcours que tu vas faire entre les deux. Les périodes d'enseignement, c'est des bouts, je te dirais, relaxants, Mm. sincèrement, là, parce que tu es avec tes élèves, tu as un plan de cours, tu ne peux pas vraiment te faire déranger, à part par les élèves s'ils se désorganisent. Fait que le bout en classe, ça, les gens connaissent un peu plus. Le bout entre les cours, tu vois, moi, j'arrive à l'école tous les matins vers 8 heures. Euh, je suis dans ma correction. Donc, je corrige les exercices de la veille pour pas que les élèves attendent trop. Planification, ça fait 18 ans ça fait 20 ans que j'enseigne. Ça fait 20 ans que j'enseigne, puis ça fait 15 ans que j'enseigne en secondaire 1 et 2. Ok. Puis je remonte des cours à chaque année, je peaufine, je planifie, j'ajuste pour que ça s'adapte au rythme de mes élèves à chaque année. Aux nouvelles technologies, rendre ça intéressant. Fait que je peaufine mes cours aussi. J'ai des rencontres à faire avec les élèves, donc je suis titulaire conseiller. Ok. J'ai des rencontres avec la direction. Euh, moi, je suis leader technopédagogique dans mon école, donc je suis responsable de tout ce qui est intégration des technos. Fait que j'ai plein d'enseignants qui viennent me voir pour me demander OK, je voudrais faire tel projet, comment est-ce que tu intégrais la techno là-dedans en classe, etc. Fait qu'on s'assoit ensemble, on regarde ça, on cherche la bonne application, le bon site, on fait un petit tuto, on aide l'enseignant, on va aller l'accompagner en classe. Euh, écoute, les récupérations, les Mm. réunions sur l'heure Ouais. du dîner. Sincèrement, je prends à peu près 15 à 20 minutes pour dîner à peu près 7 midis sur 9 dans mon cycle horaire. Ok. Avec des midis où est-ce que j'ai le temps de jaser puis de travailler tranquillement pas vite. J'en ai pas. J'ai tout le temps des réunions, des activités avec les élèves. Puis je vais quitter les pauses. J'essaie d'avoir le temps d'aller à la salle de bain une fois de temps en temps. Puis je quitte à 16h30 l'école parce que j'ai des enfants et il faut que je les chercher parce que sinon probablement que je resterai plus longtemps que ça. Mm. Donc, je te dirais le bout dans les classes, c'est le bout relaxant. Ben, quand tu as l'expérience et que tu sais comment gérer une classe, là, c'est le bout relaxant.
Non, c'est bon. Je vois-tu, c'est pas ce que je m'attendais. Tu sais, la plupart des gens diraient, ah, mais dans une classe, ça doit être tough, les jeunes, pis ci, pis ça, ils sont pas reposants, etc. Puis je me serais pas attendu à ça venant de toi, sachant que t'enseignes au premier cycle. Parce que, tu sais, personnellement, j'ai fait une année au premier cycle, en secondaire 1 et 2. Puis, tu sais, j'ai vraiment adoré, tu sais, j'ai adoré les élèves. Puis, je les ai encore, cette année, ils sont rendus en quatrième secondaire. Fait que je les ai suivis 2 ans plus tard. Mais, en toute honnêteté, tu sais, pour avoir vécu la différence entre le deuxième puis le premier cycle, personnellement, CCQ, 100% je choisirais toujours le deuxième cycle parce que, ben, j'ai plus de discussions poussées. Les jeunes ont plus de maturité, plus d'expérience de vie. Donc, c'est ça. Mais il y a aussi, on va se le dire, quand même beaucoup moins de gestion de classe à faire rendu au deuxième cycle. Donc, mais je sais pas si toi en mathématiques, comment tu le vis d'enseigner au premier cycle par rapport à ça. Ben, écoute, c'est sûr que le premier cycle, c'est beaucoup, beaucoup de gestion de classe. Mhm. Sauf que moi, j'ai fait le choix il y a quelques années de travailler en plan de travail avec mes élèves. Ok. Donc, je limite au maximum mes interventions parce que des jeunes, souvent en plus, mes collègues qui sont des collègues en art, on le sait qu'un jeune de secondaire 1-2 a peut-être une capacité d'attention de 20 minutes à peu près. Ah ouais. Puis, tu sais, les enseignants, veulent pas, tu planifies 20 minutes, puis finalement, ça t'en prend 40 avec des jeunes du premier cycle. Fait Mhm. que les jeunes sont toujours poussés au-delà de leur limite d'attention. Fait qu'ils sont toujours super fatigués parce qu'on leur en demande beaucoup. Fait que quand ils arrivent dans ma classe, moi, sincèrement, je parle des fois 10 minutes au début du cours pour faire un retour sur les exercices du cours précédent. Puis après ça, moi, ils ont un plan de travail sur mon site internet où est-ce qu'ils ont toutes les notes de cours préenregistrées. Ils peuvent aller mettre mon YouTube à leur rythme. Fait qu'ils peuvent m'écouter à 0.75 ou bien à 1.5. Même il y en a qui m'écoutent en x2 parce que ça roule pas assez vite pour eux autres. Ils ont une série d'exercices sur des netmaths, sur des applications où est-ce qu'ils Mhm. travaillent les notions. Moi, je circule, puis je réponds à leurs questions pendant ce temps-là. Fait que je suis comme une espèce d'enseignant ressource dans ma propre classe. Ok. Les élèves sont tous en îlot, parce que c'est une classe que j'utilise à la fois pour les maths et pour la robotique. Fait que j'ai des grandes, grandes tables. Les élèves, excuse-moi. Les Ouais. élèves sont tous en îlot, puis ils travaillent toujours en collaboratif Ok. sur des Chromebooks. Puis je prends souvent 5 minutes pour faire un wrap-up à la fin de la période. Fait que je suis vraiment toujours en interaction individuelle avec mes élèves et non pas en interaction de groupe. Ok. Puis les jeunes prennent beaucoup de maturité rapidement de cette façon-là. Ah ouais, c'est ça. Fait que t'as pas trop de problèmes de gamers sur les Chromebooks, puis de... Écoute, il y en a parfois qui s'essayent, mais le fun avec du secondaire 1-2, c'est qu'ils sont hyper stool. Ah ouais? Fait que, oh oui, écoute, je le sais tout de suite. Là, je vais pas vous dire, monsieur, là, mais Michael est en train de jouer à Minecraft. Fait, écoute, on le sait tout de suite. Ah non, c'est ça. Hey boy, ils sont vraiment pas de même. Écoute, ils sont vraiment pas de même au deuxième cycle. Là. Regarde, te conter une anecdote récemment. Là, il y a une stagiaire qui s'est fait voler son ordi personnel par un élève. Puis il a fallu qu'en classe, on explique qu'on avait vu ces caméras, ce qui s'était passé, puis qu'il fallait que l'élève se dénonce rapidement s'il voulait pas qu'il y ait de sanctions avec la police. Puis finalement, il s'est auto-dénoncé lui-même par après. Là. Mais Personne l'aurait dénoncé. ben non, personne l'aurait dénoncé, puis il savait tout c'était qui. Tu sais, le cours d'après, tu sais, il y a des élèves qui m'ont dit, ouais, on sait, c'est un tel qui a fait telle affaire. Je suis comme, ok, vous le saviez tout. Ouais, mais on voulait pas le snitcher. Super. Tu sais, Oui. Mais super. secondaire 1-2, là. Ah non, au moins là-dessus, ça va. C'est plus facile à gérer aussi pour toi en tant qu'enseignant. Comme ça, tu sais à quoi t'attendre, puis tu sais que, vu que tu connais la réalité parce que ça les fait tous les, ils vont pas essayer de te niaiser, de te mentir, ou de t'amadouer avec des petits sourires ou des choses de même, là. Non. Non, c'est ça. Au moins, ça marche. Rendu en secondaire 2, ils sont vraiment plus doués pour mentir, puis des fois, ils te font douter un peu, là, parce qu'ils te trouvent des arguments, puis t'es comme, ah, sainte, j'aimerais ça le pogner, mais là, ils viennent de me faire douter, puis là, fait que. Des fois, ça m'arrive. Des fois. Malgré tout. Donc, mais là, c'est bon, ça. Fait que, tu sais, correction au début d'une journée, là. Après ça, les tâches, tu sais, les tâches que tu parles, c'est la robotique, le leader technopédagogique, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les BCD, ou les autres tâches professionnelles maintenant, les ATP. Maintenant, ça a changé, en tout cas pour nous autres, je sais pas, Oh. même chose, hein? Le syndicat, hein? Ah, Et ouais, oui. l'art de mettre des abréviations puis des acronymes sur des affaires. Mhm. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, il faut préciser que là-dessus, on a, tu sais, il y a une raison pour laquelle ça s'appelait BCD, c'est parce que la tâche B, c'est une tâche connexe en présence d'élèves, puis le C, c'était une tâche sans Sans les élèves. élèves. C'est ça. Donc, toutes les rencontres de niveau, tu disais que tu étais titulaire, ça veut dire tuteur d'un groupe, j'imagine. Ouais. C'est ça. Et que ça compte comme une tâche C, théoriquement.
Après ça, la tâche B, c'est de faire quelque chose en dehors. Ça peut être une activité parascolaire, comme le conseil étudiant. Ça peut être d'avoir des activités de jeux de rôle avec des jeunes sur l'heure du midi. Le comité de l'album des finissants pour les enseignants de secondaire 5. Le comité du bal. Bref, il y en a des tâches dans une école. Là, il y en a plein. T'sais, un prof qui dit il n'y a pas de tâche BCD pour moi, là, désolé, c'est plate, mais non, il y en a tout le temps. Non. Puis au pire, la direction va te dire invente-toi-en une, puis on va te payer pour. Au pire. Ouais, Non, mais invente-toi. Gros P. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, invente-toi-en une, c'est pas de s'inventer du temps, mais vraiment de trouver une idée, fais bouger les élèves, fais quelque chose. Fais-le. C'est ça, exactement. T'sais, moi, dans la dernière année, c'était le GN scolaire le soir. Donc, le soir, 16h30 à 18h, les gens se tapaient dessus avec des épées en mousse. 1h30 par mardi soir, c'était réglé. Mais c'était le fun, mais cette année, je ne le referai pas parce que j'aimerais ça faire quelque chose sur mes heures d'école, idéalement. Idéalement, ouais. Idéalement. Ça, c'est l'autre réalité. Des fois, justement, on peut rester le soir, puis c'est vrai aussi pour les coachs en sport puis en éducation physique. Il y en a beaucoup que leur tâche, c'est le soir avec le parascolaire. Fait que... Oh oui. Écoute, ça fait des grandes journées quand même. Ah oui, ça fait des très grandes journées. C'est un fait. Sinon, maintenant, moi et Sylvain, on a préparé un espèce de petit jeu. Donc, très simple en fait. C'est un petit jeu qui s'appelle Mythe ou Réalité. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui a entendu ça, ben, n'invoquez pas Luduc, s'il vous plaît. Je lui ai piqué le nom, mais c'est pas grave. Luduc est un YouTuber que je suis, puis qui faisait une émission, qui en fait encore une, qui s'appelait Mythe ou Réalité. Je me suis inspiré de ça. En gros, on va vous sortir des phrases, puis vous allez devoir déterminer si elles sont vraies ou non, selon vous. Très simple. Donc, s'il y en a qui sont là dans le chat en ce moment, évidemment, on vous invite à participer et à tenter votre chance. Donc, c'est le moment où c'est votre tour. Donc, est-ce que tu veux commencer ou c'est moi qui commence, Sylvain? Alors, je te laisse commencer. En fait, c'est toi qui as les 4 phrases parce que moi, je les ai pas. Ah, ok, c'est bon. Il va falloir... ça veut dire qu'il faut que je retourne les chercher un peu dans la conversation. Ouais. Tantôt, tout à fait. C'est ici. Très bien. Donc, voilà. Donc, les jeunes sont de plus en plus irrespectueux. Ce sont des enfants rois et ils sont ingérables. Alors, est-ce que selon vous, c'est vrai ou non? On va laisser un petit peu de temps pour répondre. Mais moi, je vous dirais que, en général, il y a une réponse qui ressort assez souvent pour celle-là. D'habitude, là, j'ai mon petit doute sur comment les gens peuvent répondre s'ils sont là. Fait que, je vais vous inviter à donner votre avis. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour faire ça. Là, je sais qu'il y en a beaucoup sur Twitch qui nous écoutent souvent en lurk, puis qui participent pas nécessairement directement dans le chat. Mais si vous êtes là, ben, n'hésitez pas à mettre une réponse. C'est toujours apprécié, bien entendu. Donc. En attendant, toi, Sylvain, t'en penses quoi de ça? Pas avec moi. Pas avec toi? Pas avec toi. Ça, c'est la réponse que tous les profs aimeraient donner. Si c'est vrai, en tout cas, c'est pas avec moi. Ouais, mais écoute, je te dirais... La clé, c'est vraiment les jeunes sont moins respectueux. Tu sais, on compare à quand? On compare Si on compare en 1960, avec les coups de règle puis tout, ben, je présume que les jeunes aujourd'hui sont moins dociles. Mais est-ce que c'est parce que tu étais docile que tu étais respectueux? Ça, c'est ça. C'est ma question. C'est ça. Parce qu'il y a la nuance entre avoir peur de dire tout haut ce que tu as envie de dire et ne pas avoir envie de le dire. C'est ça. Moi, mon grand-père, il en a mangé des coups de règle, mais il me disait que ça l'empêchait pas de faire chier le curé qui y enseignait. Fait que... Ou la sœur qui l'enseignait. Genre, il se sauvait par la fenêtre ou des affaires de même pendant les cours dans les années 50. C'était pas la même dynamique. Non, c'était pas la même dynamique. Ah non. Puis c'était l'époque où on disait rouvre ton bureau, tu rouvrais le bureau, mets tes doigts. Paf! Paf, exactement. Puis pas n'importe comment. Là, tu les mets comme ça pour que ça pince puis que ça fasse bien mal. Là. Pas à plat de même. Là. C'est un art, torturer les jeunes. Oui, c'est un art, mais j'ai toujours dit que l'être humain était absolument un génie pour imaginer les meilleurs moyens de se faire mal à lui-même. Donc, c'est très malheureux. Fait que si j'avais à te répondre, moi je dirais, c'est pas vrai. C'est ça. Dark Simpson nous a mis un V parce qu'il est probablement en train de nous écouter, mais je pense qu'il est en train de conduire ses camions en ce moment. Fait que il nous écoute rapido. Fait que pour lui, c'est une bonne idée de pas trop prendre de temps pour écrire. Non, c'est ça exactement. Là. S'il nous écrit d'habitude, c'est parce qu'il est en arrêt en attendant une livraison. Là. Donc lui, il nous dit que c'est vrai. Eh bien, dans les faits, c'est
faux. Et j'ai une citation pour vous le prouver que je vais vous lire juste ici. Donc, voici la citation en question. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Et c'est signé Socrate. Eh oui, Oui. chaque génération donne l'impression que que la précédente était meilleure et que la nouvelle est complètement ailleurs. Mais c'est juste des mœurs qui évoluent. Oui, les générations ont des codes qui sont différents. Puis j'ai même envie de dire, on oublie nous-mêmes comment on était quand on était jeunes. Puis c'est... Écoute, moi, quand Vas-y. j'étais au secondaire, ça jouait rough, là. Mhm, Sincèrement, là, c'était pas respectueux envers les enseignants, puis ils s'en passaient des affaires cachées, tu sais. mhm, Puis de penser que les jeunes d'aujourd'hui sont moins bons, c'est différent. Ils ont des codes qui sont différents, ils ont un langage qui est différent, mhm. euh, mais ils sont pas moins respectueux. Puis en même temps, nos jeunes sont l'image de ce que nous, on est comme adultes, comme parents aussi, là. Mhm. Tout à fait. Parce que bon, veut pas, il y a du monde qui les éduque, ces enfants-là, puis ils sont d'abord et avant tout le produit de cette éducation-là, avant même d'être un produit de notre éducation à l'école. Pas mal plus. Oui, parce qu'à l'école, tu sais, oui, c'est une figure d'autorité, mais la figure d'autorité, c'est pas comme le parent. Tu sais, le parent, c'est, oui, une figure d'autorité, mais c'est aussi un modèle euh, dans la maison. Puis, tu sais, on l'aime d'amour, notre parent. Tu sais, je veux dire, c'est la personne qui prend soin de nous, qui nous fait vivre. L'enseignant, c'est pas quelqu'un que tu aimes d'amour, tout au moins. Tu sais, tu peux l'apprécier, tu peux l'admirer, trouver que c'est un beau modèle, mais tu vas jamais l'aimer autant qu'un parent normalement. Et ça fait en sorte que la relation est totalement différente. Fait que même si tu as une autorité sur l'enfant en question, ben, il va avoir moins tendance à te prendre comme modèle à suivre et inspiration, à moins que tu l'aies vraiment, vraiment marqué. Vraiment beaucoup. Donc ça, c'est les quelques enseignants d'exception qui passent dans la vie d'un jeune, puis qu'on se souvient vraiment de cet enseignant-là en particulier. Mais en général, la raison pour laquelle ils manifestent de l'opposition ou de quoi qu'ils ne manifesteraient pas devant leurs parents, c'est parce qu'ils n'ont pas la même relation, parce qu'on n'est pas leurs parents. Non, tout à fait. Mhm. Puis il faut se rappeler aussi également que il y a quelque chose qui est vrai, par exemple, selon moi, c'est que ce que les jeunes font aujourd'hui, c'est différent de ce que nous, on faisait. Les mauvais coups qu'on faisait étaient quantifiables par des réglementations. C'était clair, on pouvait pas frapper quelqu'un, on pouvait pas enrouler la case avec du papier de toilette. Ça, c'est des conneries qui se font encore, mais beaucoup moins qu'avant. Maintenant, ce qui se fait, c'est des choses qui vont tourner autour des zones grises, tout le temps. Qui vont rendre les interventions difficiles parce que ça laisse à l'interprétation, à la perception. C'est quand tu mets un élève dehors parce qu'il dérange, mais la notion de c'est quoi qui est dérangeant, c'est pas la même d'un prof à l'autre. Bonjour, Shani. Mais, puis, le monde se complexifie quand Mhm, même. Tu sais, ne serait-ce qu'avec tout ce qui est possibilité de technologie, euh, tu sais, c'est beaucoup plus complexe. Puis nos jeunes, puis les mauvais coups voyagent beaucoup plus vite en 2023 que les mauvais coups voyageaient en 1980, supposons. ah ben oui. Fait que, tu sais, quand quelqu'un a une bonne idée, quelque part dans le monde, dans les 2 semaines qui suivent, tout le monde a vu cette bonne idée-là et est capable de la reproduire Ben où oui. qu'il veut. Fait Bonne que ça va plus vite. idée. Bonne idée comme mauvaise. Je sais pas si tu avais vu passer, il y a 2 ans, la trend sur TikTok où il fallait faire des mosh pits dans les cafétérias ou les agoras d'école, là. Ah, celle-là, je ne l'ai pas vu passer. Je me souviens de celle où est-ce qu'il fallait découper des dossiers de chaises Ah, pendant la oui. pandémie. Ça oui, ça oui. Ça, je m'en souviens. Ça, c'est quand. En plus, TikTok est arrivé cette année-là. Fait que. Ça a commencé avec ça. Mais vraiment, l'année d'après, c'était quand justement j'enseignais au premier cycle cette année-là. Moi, j'enseignais sur une période de 2, donc juste avant le dîner. Puis il y avait des élèves qui étaient en sport-études, mais qui avaient fini leur sport. Fait que t'avais les jeunes qui arrivaient avant leur période du midi. Puis t'avais d'autres jeunes que eux autres ils avaient fini le sport puis que tu sais ils étaient corrects, etc. Puis finalement, ils ont parti un mosh pit dans la cafétéria puis ils se sont filmés parce qu'il y avait une trend sur TikTok qui le Ben oui. faisait. Ils ont défoncé un lavabo de salle de bain, ils ont mis des haut-parleurs, ils se sont poussés, mais l'affaire c'est que dans la cafétéria de mon école, il y a un petit agora dedans avec des escaliers. Tu sais, vraiment le mauvais plan pour qu'il y ait du monde qui se blesse, là. Ouais, vraiment. Fait que moi, mes petits secondaires 2, il y avait toute la chienne, puis ils se demandaient, ah ben là, j'ai été pogné là-dedans, puis qu'est-ce qui se passe, puis il y avait vraiment peur, là. Puis, ça, ils se sentaient vraiment pas bien par rapport à ça. Mais ça a été une trend. Fait que l'idée a fait le tour assez vite de toutes les écoles.
Évidemment, les jeunes se sont fait pogner puis ils se sont fait parler solide par la direction après parce que, bon, ils se sont filmés. Hein, Ouais, c'est toujours très brillant. non, c'est ça. Tu sais, ils font tout ce qu'il faut pas faire. Se filmer, se taguer entre eux autres, se nommer par leur nom, tout est Ils là. font, écoute, nous autres, on avait des élèves qui, pendant la pandémie, se filmaient en train de gamer pendant les cours en ligne. Mon Et Dieu. ils l'ont tout fait, on s'entend. Tu sais. Mhm. Mais le publier sur les réseaux sociaux avec un compte à ton nom, ouais. tu sais. C'est Puis pas. t'entends l'enseignante en arrière en train de parler, là, tu sais, Mhm. elle donne son cours de matière X. Là, tu le vois en train de gamer. Non, T'es mon Dieu. vraiment conne. C'est ça. Ah, mon Dieu Seigneur. J'ai déjà eu quelque chose qui ressemblait à ça. C'était un code pour jouer à un jeu Among Us. Il y a un élève qui le met dans le chat. Puis je suis comme, ok, là, non, tu joueras pas à Among Us. Ok, je suis pas cave. Je joue à ce jeu-là. J'ai 250 heures dessus. Fait que non, tu joueras pas à ce jeu-là. fait que, écoute, il a sûrement fait pareil parce que je pouvais pas faire grand-chose, là. Ouais. Mais bref, il y en a qui s'essayent. Il y en a qui s'essayent. C'est juste plus complexe aujourd'hui que dans le temps. C'est vrai. Même affaire. Ce qui me fait dire que je suis vraiment content que l'enseignement en classe soit revenu puis que transformer l'école secondaire en école à distance, t'sais, on a eu la preuve qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'autonomie malheureusement pour faire ça là. Une majorité. Malheureusement. Puis c'est normal aussi, je veux dire, ils sont pas rendus à un stade dans leur éducation à être 100% autonomes comme ça. Je veux dire, ils ont 15 ans, ils ont toujours été logés, nourris, vêtis par leurs parents. Ils ont pas ils ont des responsabilités limitées du style range ta chambre, fais la vaisselle ou vide le lave-vaisselle, passe la balayeuse. Des affaires très simples. Là, ils sont en train de la développer. Fait qu'on peut pas s'attendre à ce qu'ils puissent se gérer comme des universitaires à distance. Écoute, puis le nombre d'adultes qui sont pas capables de se gérer eux-mêmes en télétravail. Voilà. Dark Simpson qui nous dit à blague, dans mon temps, les choses se réglaient au rack à Bessic. Inquiète-toi pas, ça se règle. Ça se règle au skatepark. Ouais, c'est pas mal ça. Rack à Bessic, parc à scooter, tout ça, les pits de sable à Beauport, name it. Fait que, tout ça. Donc, je vais passer donc à la prochaine maintenant, le prochain mythe. Donc, à l'école, on évalue d'abord et avant tout du par cœur. Oh, on en a parlé tantôt. Ah ouais, ça tombe-tu bien, hein? Donc, on va voir si vous avez bien écouté. C'est-tu un mythe ou bien une réalité selon vous? Est-ce que ce serait un piège? Est-ce que ce serait une question piège comme dans tous les examens? D'ailleurs, pendant que les gens répondent, est-ce que tu prends plaisir ou le fais-tu, sans le vouloir, mettre des questions pièges dans tes examens? Écoute, je mets pas de questions pièges dans mes examens. Mhm. Je mets des questions pièges dans mes exercices. Ok. Je mets pas de questions pièges à l'évaluation. Je trouve ça vraiment chien. Je veux que mon évaluation soit vraiment alignée Mhm. avec ce qu'on a travaillé en classe. Tu sais, ça a une valeur pédagogique. Là. Je veux dire, fait que, tu sais, les questions pièges, j'ai mis en exercitation. Mais des fois, je mets des blagues dans mes examens. Puis des fois, les élèves, c'est comme si c'était une question piège. Par exemple, si jamais j'ai des élèves qui tombent sur ton podcast, Mhm. j'ai une question où est-ce que je demande cette expression algébrique est-elle un monôme, un binôme, un trinôme ou un gnome? Écoute, je demande, écoute, on s'entend que c'est gros comme le bras, là. Mhm. Et j'ai tout le temps des élèves qui font comme le gnome, on l'a pas appris, monsieur. Pendant l'examen. Fait que c'est ça. C'est comme quel est le nom du polygone à 11 côtés? Est-ce que c'est un endécagone ou un onzigone? C'est un décagone, hein? Ouais, mais Ok, c'est pas un onzigone. Ah mon dieu, je viens de la comprendre. Oh non! C'est ça. Oh mon dieu. Fait que je mets des blagues dans mes examens, mais même là, les élèves passent à côté. Fait que Oh c'est mon pas dieu. drôle. On zigonne. Ah Seigneur. Ça c'est du François Pérusse. Clairement. C'est inspiré. On sent l'inspiration. On sent l'inspiration. Ah ben totalement. Voilà. D'ailleurs, quand je Dans- t'ai demandé de faire tes tests tantôt, je m'attendais à ce que tu dises un 2 un 2 patate poêle maudit cave. Ainsi de Un, suite. deux, un, deux, patate poêle, maudit cave. C'est bon. Mais donc, finalement, on a Dark Simpson qui nous dit que c'est faux, selon lui, que c'est un mythe. Moi, je te dirais que c'est ni vrai ni faux. Ah ouais? Ben, en théorie, on n'évalue pas de par cœur. En théorie, on ne devrait pas évaluer de par cœur. Ça devrait représenter un pourcentage. Depuis que la ministre Courchaine, en 2007, a mis ses papates là-dedans, on ne Mhm. devrait pas évaluer plus que 20 à 30 de par cœur sur une compétence. C'est comme le droit qu'on a acquis. Mhm. Sauf qu'on s'entend qu'il y a quand même pas mal d'enseignants qui font encore malheureusement du par cœur parce que le régime pédagogique n'est pas clair en ce Mhm. moment dans les écoles. Donc, on est supposé d'évaluer la compétence sur un bulletin chiffré,
ce qui ouvre vraiment la porte à faire d'évaluation de connaissances all the way. Moi, je connais des écoles où est-ce qu'en univers social, secondaire 1, 2, ils apprennent toutes les capitales, tous les pays, écoute, sont là-dedans, là, alors que c'est même pas dans le programme. Fait que, en théorie, non, on ne devrait pas évaluer par cœur. Cependant, dans la réalité, il y en a encore beaucoup, malheureusement. Effectivement. Puis en vrai, je fais partie des coupables. Là. Oui, j'ai beaucoup de projets d'équipe et de réflexion en éthique, mais quand vient le temps d'évaluer les biais cognitifs puis les entraves au dialogue, là, on est dans le par cœur puis solide. Là. C'est ça. Mais cet examen-là, je l'admets, c'est un examen que j'utilise énormément pour casser direct au début le mythe, un autre mythe, un petit bonus que l'éthique puis le CCQ c'est facile, puis t'as pas besoin d'étudier puis de te forcer. Mais je fais des maths, pour une fois, je fais des maths. Un examen sur 35, tu fais 14 fautes puis tu viens de tomber à 60 piles. Ça prend pas grand chose. Non, ça descend vite. Ça descend très vite. Fait que les élèves qui sont habitués d'avoir des 90 en montant sur des examens avec beaucoup de points, puis où les questions comptent pour pas grand chose, là, ils sont comme ah, ouais. Ça les surprend. Ça les surprend. Fait que eux autres, ils finissent par comprendre assez vite que l'examen était là pour réveiller ceux-là qui n'étudient pas. Parce que eux autres, au contraire, ont des notes encore plus basses. Là. Puis vraiment, tu sais, j'ai des parents qui me rendent. En plus, ce qui est le fun, c'est que ça provoque des parents à venir me rencontrer pendant les premières rencontres de parents. Parce qu'ils disent, ouais, me semble 40% en CCQ, c'est bizarre. On voit pas ça souvent. Puis là, je leur explique c'est pourquoi, puis à quoi ça servait. Puis je leur dis, inquiétez-vous pas, la valeur relative de l'examen est pas si élevée que ça. Fait que ça pénalisera pas leur note pour la fin de l'année. Donc, puis ça les empêchera pas de passer. Ouais, ça permet d'envoyer des messages, effectivement. Donc, c'est ça que ça sert. Mais là, vu qu'on change pour CCQ, malheureusement, je suis obligé de faire cet examen-là à la deuxième étape. Mais bon, je vais trouver d'autres tactiques parce que les contenus ont changé. Fait que je vais trouver d'autres tactiques pour tout ça. Puis peut-être essayer quelque chose qui est moins dans le par cœur, mais plus dans. Mais tu vois, moi, ce genre de choses-là, c'est pas juste pour envoyer des messages. Moi, ce que j'aime faire, c'est. Puis ça, c'est la beauté d'éducation. C'est que des fois, on a de la latitude. Moi, par exemple, en robotique, parce que j'enseigne un profil robotique, j'enseigne pas juste les maths, je leur donne un examen sur les noms des pièces de robotique. OK. Ce qui est quand même assez tough, là. Puis, la raison, c'est je veux que tu sois capable de me communiquer. Pas, tu sais, je veux la petite patente rouge avec un trou. C'est pas ça que je veux que tu me dises. Il faut que tu me dises le vrai nom qu'on communique. Si tu étais sur un chantier de construction, tu dirais que tu veux tel outil. Fait que c'est la même chose. Fait que je leur donne l'examen. C'est toujours un fiasco monumental. Puis là, je leur dis, je vais vous repasser exactement le même examen dans 2 semaines. J'envoie un courriel à tous vos parents pour leur dire que vous allez repasser exactement le même examen avec les questions juste sur shuffle. J'ai dit, t'es mieux d'augmenter tes notes parce que la prochaine note, elle, je garde la meilleure des deux. Fait que ça me donne la latitude aussi. Puis là, ça apprend. D'habitude, la deuxième fois, les moyennes sont 15% plus hautes. Ah oui, ça réveille certaines personnes, en effet. Puis ben, j'utilise une technique qui ressemble à peu près à ça pour la remise des travaux. Là. Tu parlais de la meilleure note des deux. Là. Moi, dans le fond, tu le sais, on n'a pas le droit de pénaliser un élève qui remet pas son travail à l'heure si c'est du sommatif. Là. Du formatif, on peut bien faire ce qu'on veut. Là. Ben, moi, je leur dis, bon, j'ai pas le droit de vous enlever de points parce que vous remettez ça en temps. Même si je m'écoutais moi, je ferais comme au cégep, vous perdriez 5% la première journée, puis vous auriez 0 à partir de la deuxième. Puis en plus, je corrigerais vos fautes. Mais je peux pas. Fait à la place, ce que je dis, c'est que si je comprends pas ce que t'écris, je corrige pas. Fait que ça t'encourage à faire le moins de fautes possible. Puis deuxième des choses, si tu me remets ton travail à l'heure puis que t'échoues, ben je te donne l'opportunité de le faire en un délai d'une semaine de plus pour y retoucher puis corriger tes erreurs. Puis si tu me le remets en retard, t'as intérêt à ce que ça passe du premier coup parce que t'auras pas deux chances. Comme ça, je récompense comme ça la ponctualité qui est une valeur que je trouve hyper importante. Donc, puis ça me permet aussi de favoriser l'autonomie de mes élèves. Souvent, je commence l'année en disant, bon, il y en a combien parmi vous qui ont déjà pensé que leurs parents étaient trop dérangeants tout le temps sur le dos puis qui voudraient donc qu'ils leur sacent la paix parce que vous êtes donc rendus assez grands pour vous gérer tout seul. Évidemment, ils se mettent tous à rire, il y en a qui veulent pas lever la main, puis là, je leur dis, vous avez le droit de lever la main, je le dirai pas à vos parents à rencontre, là. Puis là, ils font comme, ah ouais, un peu, je dis, bon, ben prouvez-moi que vous avez raison. Donc, puis là, je leur explique ma règle. Puis je leur dis, puis vous avez remarqué que je vous ai laissé vous asseoir où ce que vous vouliez, je veux juste savoir c'est qui vos amis. Croyez-moi que le plan va changer si vous allez avoir un plan de classe, puis vous serez pas à côté de vos amis si vous placotez trop. Bon, ça serait rapidement. Ah, ben, en vrai, l'année passée, j'ai eu besoin de faire aucun plan de classe. Cette année, je suis rendu à 2. Fait que ça dépend des années. Ça dépend des cohortes. Ouais, puis même mes élèves de secondaire 2, j'avais 7 groupes en deuxième secondaire. Il y en a 3 à la fin de l'année qui n'avaient toujours pas de plan de classe à la fin de l'année.
Donc, qui s'en sont plutôt bien sortis là-dessus. Les autres en ont tous eu un assez rapidement. Ben, une année scolaire, c'est comme ça, là. Il y a des hauts, des bas, puis Ah oui, c'est ça. exactement. Mais l'année passée, je suis content, j'ai eu besoin d'en faire aucun. Donc, j'ai. Puis en même temps, ça te force à apprendre les noms autrement qu'avec des trucs de. Tu retiens la Ouais, ça, c'est place. là. Mm. Bravo à tes élèves. Ouais. Aucun plan de classe l'année passée. C'est Oui, beau. en vrai, ça se prend bien. Puis ils ont eu. Puis ben, c'est ma gang avec qui j'ai fait mon expérience dont j'ai parlé sur TikTok. Là. À date, ça a été ma cohorte avec les notes les plus élevées de tout ce que j'ai eu. Donc, cela dit. Donc, fin de parenthèse, on va passer à un prochain mythe. Donc, l'école sert à former des employés bien dociles. Hmm. Est-ce que c'est vrai ou faux? Dans le chat, vous avez un petit instant pour écrire V ou F si vous êtes comme Dark Simpson ou dire que c'est vrai ou faux ou un mythe, réalité, peu importe. Vous pouvez y aller, amusez-vous. Donc, en attendant, alors, est-ce que ça sert à former des bons petits citoyens dociles? Moi, ça me fait penser à, tu sais, là, l'album de Pink Floyd, The Wall, là, avec, dans le film, là, avec le clip Another Brick in the Wall Part 2, avec les enfants qui chantent en chorale, là. Moi, je Oui, regarde cette mythe-là, puis c'est exactement l'image qui me passe à l'esprit. effectivement. Ça l'illustre assez bien. Mhm. Puis, est-ce que l'école a été longtemps comme ça? Moi, je pense que Moi, elle je l'est pense que encore oui. dans certains lieux dans le monde. Mhm. Puis j'ai même envie de dire, même dans certaines écoles au Québec, c'est encore comme ça. Puis une de mes œuvres préférées du cinéma, c'est La Société des Poètes Disparus. On est clairement ici face à une école qui ressemble à ça. Oui, Hmm. effectivement. Mais maintenant, la grande question, alors, est-ce que c'est comme ça que ça marche au Québec? Donc l'école sert à former des employés bien dociles. Vous pouvez faire votre tentative dans le chat. J'ai l'impression que la manière dont la manière dont c'est formulé, ça va laisser des doutes aux gens parce que la manière dont c'est formulé, la réponse a l'air hyper évidente. Mais vu qu'on est des profs, ils vont se dire c'est sûr qu'eux autres ils cachent de quoi puis qu'ils ont une idée derrière la tête là. Fait qu'on va hésiter à répondre un petit peu. On Genre, est machiavélique. en vrai, en vrai, dans mes cours, je fonctionne des fois un petit peu comme ça. Quand j'ai fait faire mon projet de procès à mes élèves l'année passée, leur but c'est qu'il y avait des élèves qui présentaient une défense puis des plaidoiries de procès, puis ils devaient poser, les autres étaient des jurés puis ils devaient poser des questions pour essayer de trouver la vérité dans l'histoire, qu'il y avait juste moi qui connaissais puis les personnages, mais qui n'avaient pas le droit de dire, puis qui respectaient à peu près à 50%. Ils n'étaient pas supposés révéler ce qu'il y avait dans leur dossier à personne. 50% des élèves adhéraient à ça. Puis finalement, à la fin, ils votaient tous pour soit rendre l'accusé coupable ou l'innocenté suite à ça. Puis à chaque fois, ils se trompaient. Tout le temps, tout le temps. Puis les situations étaient tout le temps faites pour qu'ils se trompent, justement. Tout le temps, tout le temps. Fait que oui, c'était du machiavélisme. Puis ils étaient tout le temps surpris quand je disais ouais, mais en fait, vous êtes tous dans le champ. Normalement, il aurait pas été condamné. Ou hein, quoi? Mais non, ça se peut pas. Oui, vraiment comme ça. Ouais, On n'a comme pas de réponse. On n'a pas de non, réponse dans le chat. on n'a pas de réponse dans le chat, c'est Mais pas c'est pas grave. grave. C'est pas grave, d'après moi, ça doit être parce que. Ben, d'abord, il y a Shani qui est là, mais qui est en lurk parce qu'elle s'occupe de ses enfants, en même temps qu'elle écoute, là. Fait que on lui pardonne, ça va. Eh oui. Oui, tout à fait. Donc, ben, sinon, écoutez, dans les faits, ben, je crois que vous l'auriez deviné. Comme on l'a dit, on met pas de questions pièges dans les évaluations. Voilà. Non. Donc, c'était pas une question piège. Effectivement, l'école ne sert pas à former des citoyens dociles. Le seul moment où ce qu'on souhaiterait que les enseignants, pas les enseignants, les enfants puis les ados soient dociles, c'est quand on parle en avant de la classe parce qu'on veut qu'ils nous écoutent. C'est ça. Mais outre cela, au contraire, on encourage énormément la réflexion personnelle et ça peut se voir notamment à travers les examens d'anglais ou de français qui, au-delà de faire pratiquer la maîtrise de la langue, concernent souvent des sujets qui portent à critique, à réflexion, puis qui sont très ancrés dans la réalité. Tu sais, il y a une année où on a eu un examen du ministère en français où on parlait de la question des personnes transgenres, puis des communautés LGBT. C'est très, très, très actuel comme enjeu en ce moment. Donc, puis on leur demande de donner leur avis sur le sujet. Donc, Oui, tout à fait. Puis, tu sais, quand, quelque part, tu sais, on parle, tu sais, rendre les jeunes dociles, etc., mais dans les pays, là, tu sais, où est-ce qu'un régime dictatorial va prendre le pouvoir, tu sais, ça reste que, est-ce que tu encourages en tant qu'un régime dictatorial l'émancipation et l'éducation de tous, ou ça se peut que tu restreignes un peu la liberté de parole, puis, écoute, y penser, ça répond sur soi-même, là, en tout cas, je ah pense. oui, tout à fait. Puis sinon, pour citer un autre exemple, l'année passée, il y avait un examen sur la cancel culture, donc très, très, très encore inscrit dans l'actualité. Puis c'est sûr que moi, dans mon cours, je le vois différemment parce que moi, j'enseigne un cours où on demande justement de l'émancipation,
de la réflexion énormément, mais tu sais, je peux vous garantir que dans toutes les matières où c'est possible, on a ces réflexions-là. Beaucoup, Mais beaucoup. à la base, d'avoir un cours comme éthique et culture religieuse ou CCQ, Mhm, puis tenir à le garder dans le cursus scolaire, mhm, ça démontre l'importance de l'émancipation des jeunes, puis d'aller à leur plein potentiel, puis de justement pas vouloir les museler. Parce que ça serait facile de leur donner un cours d'économie de plus, mhm. tu comprends-tu? Ou de avoir remplacé juste éducation sexuelle, la mettre pile dans la case, puis dire CCQ, ECA, ça n'existe plus. Ça aurait été facile pour un gouvernement, puis non, même là, il résiste, parce que c'est Mhm. pas le seul à viser. En effet, puis le cours de CCQ puis de CR ont eu énormément de détracteurs à travers les années, comme ça se peut pas. Surtout CR, CCQ, on dirait que les milieux plus nationalistes se sont calmés parce que le nom du cours est un peu trompeur, parce que bon, si on regarde ce qu'il y a dans le programme, pour vrai, c'est loin de fitter avec le nom du programme, là. Donc, avec le nom du cours, pardon. Donc, on sent qu'il y a eu un petit peu plus de calme là-dessus. Mais contrairement à ce qu'on pense, non, que le cours de CCQ ne forme pas des citoyens caquistes, donc ni Non? péquistes. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, même que, tu sais, ma collègue en secondaire 4, elle a écrit le programme avec beaucoup d'autres gens. Elle a fait partie des concepteurs du programme. Elle me dit carrément, le programme, il est limite woke. Limite. Il est limite woke. Puis même que ma boss, elle mettait des termes dedans, puis elle les faisait passer dans le programme à l'insu du ministre Roberge, puis il y a des affaires qui sont dans le programme que le prof qu'il a jamais remarqué, là. Genre les mots discrimination systémique pour pas écrire racisme systémique, là. Fait que, tu sais, ah ouais, toutes sortes de choses C'est comme quand ça. même drôle. C'est très drôle. Quand même. Donc, mais tu sais, la femme, c'est genre une doctorante en socio, anthropo, puis tout ce que tu veux. Fait que, elle savait de quoi qu'elle parlait, puis elle a réussi à faire rentrer tout ce qui était important dans le programme. Puis même si les thématiques sont similaires, ben il y en a beaucoup qui sont très inscrites dans les enjeux actuels. Par exemple, groupes sociaux et rapports de pouvoir. Dans quel monde une école qui veut maintenir ses élèves puis son programme dans un mode d'endoctrinement va parler de rapports sociaux puis de groupes de pouvoir. T'sais. Surtout avec une approche en CCQ. Veux pas, là, parce que normalement, on aurait juste dit, ben, voici les chefs, adorez-les, puis merci, bonsoir. T'sais, en Corée du Nord, les élèves, ils chantent dans les écoles des chansons à la gloire du régime. Donc, C'est pas la même game. c'est pas Mais, la... C'est ça. mais ça reste qu'on a quand même des relents de préparation à l'usine. Tu sais, les cloches, les 1 heure, 1 heure et quart. Mhm, Tu sais, les rangs d'oignons. Tu sais, il y a mhm, une organisation usine à cerveau. mhm. Ça, faut quand même se le dire. Là. Sur ce Ah, côté-là, ça n'a pas beaucoup évolué. ça, c'est un fait, clairement. Mais bon, en même temps, je me dis que pour vrai, la cloche puis les rangs d'oignons, je trouve que ça a l'air de rien, mais c'est un outil pédagogique très fort. Hmm. Même si les îlots, c'est le fun. Tu sais, je veux dire, j'en ai des classes en îlot, mais c'est le fun en CCQ. Mais motadine que ça encourage le bavardage. C'est sûr. Et, sainte, oui. Je sais pas, toi, ta classe, es-tu placée en îlot? Oui? Moi, ma classe, elle est faite comme ça. Mais écoute, ma classe est particulière. Moi, c'est une classe de robotique, donc j'ai des grandes Ok, tables. Moi, j'ai des tables à 4. ok, J'ai ok, même pas ok. la possibilité de les séparer pour des examens, là, parce que ma classe, elle est faite comme ça. Oh, ok. Oui, c'est ça, c'est un choix pédagogique risqué. Il n'y a pas grand monde qui partage ma classe, mais puis elle est semi-flexible. J'ai des tables basses, j'ai des tables hautes, j'ai un Mhm. divan dans le coin de la classe. Fait que c'est tout qu'un autre mode. Ah ouais, le divan dans le coin de la classe, souvent, c'est très populaire. Très, très Tout à fait. populaire. Mais on voit beaucoup ça dans les écoles alternatives, des classes avec des divans. Je pense qu'ils en ont quasiment en toutes. Fait que, Mm. c'est ça. Puis il y a une classe aussi dans mon école, c'est une classe d'anglais. Là. Tu sais, t'as vraiment une partie de la classe avec des îlots, puis t'as vraiment comme un tiers de la classe que c'est des tapis, des divans, des ballons pour s'asseoir. Tu sais, vraiment, c'est pas une salle de jeu, mais pas loin. Donc, puis en plus, t'as un mini local de. Tu sais, pour les moniteurs de langue qui viennent, puis qui prennent des équipes à part, puis ils parlent avec eux autres. Là, c'est vrai. C'est une très belle classe. Ça prend des grosses classes. Ah ouais, c'est une très grosse classe, mais c'est la seule qui est comme ça. Les autres, c'est très très classique, mettons. Donc, et finalement, le dernier mythe que j'avais, c'était l'enseignement, c'est une vocation. Ça, c'est le mot j'ai entendu l'allergie de Sylvain se manifester à travers un marmonnement. Ouais. Et ouais. Donc, c'est la phrase qu'on entend souvent. Elle est dite dans l'actualité. Puis même qu'il y a des ministres de l'Éducation qui ont déjà dit que l'enseignement c'était une vocation
En ayant en tête des très bonnes intentions, mais... C'est toujours dit de façon bienveillante, Mhm, je crois. Quand quelqu'un dit l'enseignement, c'est une vocation, il veut démontrer que c'est un don de soi. Ça se veut positif, mais c'est de plus en plus reçu de façon hyper négative. mhm, Moi, sincèrement, pour moi, là, ça fait mhm, que ma vérité, là, on n'entendra pas le chat, là. Pour moi, l'enseignement, c'est une profession, mhm. beaucoup plus qu'une vocation. En même temps, est-ce que tout le monde serait capable d'accepter les conditions pour l'amour des jeunes, l'amour de la transmission de savoir? Je suis pas certain. Fait que dans ce sens-là, on peut dire que c'est un peu une vocation. Mais moi, quand tu me dis vocation, j'ai l'image de la vieille fille dans son village qui n'a pas pu se marier puis qui Mhm, enseigne à des classes de 8 niveaux, là, de la maternelle à la huitième année. mhm. C'est ça que je vois. C'est un peu ce que j'avais aussi en tête, tu sais, puis moi je m'étais dit c'est partiellement une réalité. Parce que c'est vrai, dans tout ce que tu dis, c'est vrai au niveau tu sais, de l'amour de la transmission du savoir, l'acceptation de certaines conditions de travail. Parce que tu sais, c'est plate ce que je veux dire, mais nos conditions de travail dans l'enseignement ne pourront jamais être semblables à ce qu'on attend dans un travail dit régulier. Tu rentres une journée, tu sais quand tu sors, puis quand tu es rendu à la maison, tu as fini ta journée, merci, bonsoir, tu décroches. En enseignement, ce sera jamais comme ça. Si on a beau dire on veut des meilleures conditions de travail, la réalité c'est qu'ils bougeront à peine ou pas. Ce qui va être différent, ça va être les services qu'on va nous fournir. C'est là quelle est la clé. Mais c'est effectivement une profession. C'est un métier que c'est pas tout le monde qui peut exercer. Il faut avoir la passion, il faut avoir un certain feu sacré pour le faire, au sens que là on parle de vocation. Mais le problème avec le mot vocation, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent actuellement au niveau militant comme excuse pour justifier le fait que ben, des enseignants, ça devrait pas avoir un meilleur salaire, pas des meilleures conditions, parce que c'est fait de même. Puis vu que c'est une vocation, on devrait pas y toucher. Et c'est international. Ah oui. Partout, 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 les enseignants ont le même discours qu'ils n'y arrivent plus, Mhm, c'est trop d'heures pour le salaire, puis que la charge de travail est inhumaine. C'est mhm. partout. Puis tout le monde, c'est une vocation. Ah oui. Puis pourtant, en plus, au Québec, on est 10e sur 10 provinces, puis on se compare avec d'autres. Mais, tu sais, mettons en Ontario ou en Colombie-Britannique, où les salaires sont plus élevés, tu sais, que les profs, j'y crois pas, moi, que les profs se plaignent pas du tout, là, de leurs conditions, là. Et même si c'est plus dur de devenir enseignant dans les autres provinces qu'ici. Parce qu'ici, il y a tellement personne qui fait à fil d'un bac, là, tu sais. Denise Bombardier avait dit ça dans une chronique il y a quelques années, tu sais, paix à son âme. On l'aimait, Denise. Ouais, ben, paix à son âme malgré tout. Écoute, même si on avait des désaccords avec, mais il y a quelques années, elle disait dans une chronique que en enseignement, les gens qui se retrouvaient là, ben c'était des derniers de classe, des gens qui n'avaient pas pu exercer le métier de leur matière, fait qu'ils s'en vont enseigner parce qu'il faut qu'ils se recyclent quelque part. Alors, puis c'est pour ça que la cotère est aussi basse. La raison pour laquelle la cotère est basse, parce qu'il n'y a personne qui se bouscule aux portes du programme. Tout à fait. Ça, je sais pas, moi, j'étais de 21 quand je suis rentré au bac. Je sais pas si toi, c'était la même chose à l'époque. Écoute, je me souviens plus. Ah, tu te souviens Mais plus? j'ai pas fait d'effort particulier au cégep pour avoir une haute cotère parce que j'étais pas du tout stressé. Mhm. Moi, c'est ça. Mais tu sais que quelle est la discipline d'enseignement où la cotère doit être la plus élevée en ce moment? En histoire, je pense. Non, je penserais pas, moi. En tout cas, c'est pas ça qu'on m'a dit. Ok, c'est laquelle, hein? Éducation physique. En vrai, ah ben, c'est pas déconnant. En plus, c'est ça le pire. C'est pas C'est ça. déconnant. Parce que, ben, mais, ah, ben, attends, un autre mythe, les profs d'éduc font juste jouer. Ah, ça c'est pour vrai, c'est un running gag dans notre école. Les profs d'éduc, ça fait rien que jouer de toute façon. Ben non, au contraire, les profs d'éduc, c'est ceux qui demandent la plus haute cotère pour pouvoir Ouais. rentrer dans leur bac. Puis en même temps, si vraiment les gens croient à ce stéréotype-là, puis qu'ils disent, ah, ça doit être veg, être prof d'éduc, tu joues avec des élèves, tu fais pas trop de corrections, pas trop de planif. Mais il y a plus d'entrées dans la faculté, donc on demande une plus haute cotère. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais je pense qu'avec un bac en enseignement de l'éducation physique, tu peux enseigner au cégep, tu peux enseigner même à l'université, peut-être avec un petit peu plus. Sûrement que tu dois avoir genre des bacs genre intervention sportive en plus ou de quoi de même pour enseigner à l'université. Tu peux enseigner au primaire puis au secondaire. Mm. Fait que le Beaucoup de bac en débouchés. éducation physique t'ouvre vraiment plus de portes, au même titre que le bac en enseignement de l'anglais que tu peux enseigner les secondaires et primaires. Mm. Donc, moi, ben, je suis limité au secondaire. De toute façon, j'irai pas enseigner au primaire, j'ai pas la patience pour ça, pour être ben honnête. Là. Moi non plus. Ah, mais c'est vraiment pas la même dynamique. Puis tu sais, on parlait d'une journée typique d'un enseignant au secondaire tantôt, là.
un enseignant primaire, là, C'est pire. c'est pire. C'est vraiment pire. Parce que les autres, ils ont aucun break. T'sais, la récréation, ils sont dehors avec les enfants pour les surveiller. Leur break, c'est quand les élèves partent au service de garde pour le dîner, puis encore là. Mm. Puis encore là. Je sais même pas si au primaire, il y a des tâches BCD ou équivalent. Moi, personnellement, je pense que non. S'il y en a, je vois pas quand est-ce que. Où est-ce qu'il mettrait dans Ben, c'est ça. l'horaire, je Ben, c'est sais pas. ça. C'est ça. Où c'est qui mettrait bien ça? Non, je penserais pas. Mhm. C'est sûr, moi non plus, je penserais pas. Mais bref. Donc voilà, ça faisait le tour de nos petits mythes aujourd'hui, fait que puis de nos réalités. Fait que bref, l'enseignement c'est une profession, pas une vocation. Les jeunes sont pas pires qu'avant. C'est juste que nous on se rappelle plus comment on était. On n'apprend pas rien que du par cœur à l'école. Puis ben l'école sert à former des citoyens accomplis et non pas des citoyens dociles. Voilà, voilà. Yeah. Eh oui, c'est beau l'école québécoise, hein? Ben, c'est beau. Pour de vrai, là, Mhm. c'est beau. C'est beau tant que tu as les moyens de faire ce que tu as à faire. Moi, Mhm. sincèrement, je trouve que c'est un emploi qui est hyper stimulant. Mhm. C'est juste que quand tu ne fais pas dans des bonnes conditions, c'est moins le fun. Tu sais, c'est comme si tu dirais être médecin, est-ce que c'est une belle job? Oui. Mais être médecin dans une tranchée à la guerre, Ouais. c'est un peu moins le fun. Tu Ouais. comprends-tu? Ouais, je comprends très bien, en effet. Puis, justement, hey, tu parlais de moyens, on va en parler de moyens parce qu'il se trouve que l'école, des fois, elle divise certaines catégories de personnes en ceux qui ont des moyens et ceux qui en ont pas. Mm. Oui, et il se trouve qu'en ce moment, il y a un débat qui fait un peu moins rage dans l'actualité, mais qui a fait rage presque tout l'été, la fameuse école à trois vitesses. Donc, l'école privée pour ceux qui ont les moyens, l'école publique avec programme particulier pour ceux qui ont les moyens, puis l'école régulière pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, mettons, selon toi, je sais pas comment tu le vis à ton école, mais moi, pour vrai, le phénomène école à trois vitesses est hyper présent à mon école parce que plus de la moitié des élèves sont en programme particulier à mon école. Mhm. Et ça paraît. Ça paraît, c'est sûr. Ça paraît parce que le régulier est encore plus délaissé que dans n'importe quelle autre école. Mhm. Donc, je te pose la question, toi, comment on ferait pour limiter ou régler ça? Est-ce que selon toi, les ministres d'éducation ont misé sur les bonnes solutions à date? Ben, ils n'ont pas misé sur les bonnes solutions parce qu'ils s'en occupent juste pas. Ben, Ça les intéresse aucunement. Puis ça les intéresse. Je suis même pas sûr que c'est le ministre que ça intéresse pas. Moi, je pense, je suis un petit peu désabusé. Les bons du parti viennent dire ça, là, ça ne sera pas un enjeu. Ça n'existe pas. Là. Dans toutes tes cartes. Supposons M. Roberge, M. Drainville récemment est arrivé. Là. Ben, toi, là, ça, ce n'est pas un sujet que tu vas aborder. Je règle le reste, là, mais ça n'existe pas. On aime ça que nos enfants aillent dans des écoles privées entre eux autres, qu'ils se fassent des relations entre eux autres, ce qui va les aider à avoir des carrières riches et épanouies plus tard. Moi, c'est mhm, comme ça que je le vois, sincèrement. Puis en plus, tu disais, ceux qui ont les moyens vont au privé. Moi, sincèrement, je suis même plus sûr que c'est ça. Il y a le privé-privé, tu sais, genre des brébeufs de ce monde qui coûtent mhm, la peau, là, la peau d'un endroit du corps que tu voudras. mhm. Euh, puis, mais l'école privée, pour moi, c'est même pas juste les parents qui ont les moyens. C'est les parents pour qui l'école est assez. L'éducation est assez importante, hein, pour que je me prive de. Il y en a qui ont juste beaucoup d'argent, là, mais c'est assez important pour que je me prive d'un 1000, 1500, 3000 par année. Mhm. Puis qu'on laisse faire le voyage dans le sud en famille, puis que on va te payer ton école privée. Fait que ça, c'est des parents pour qui l'éducation a cette valeur-là. Assez pour payer, pour moi. Puis après ça, tu arrives au public sélectif, les programmes particuliers, etc. Ben, c'est les parents que l'école est importante, ils veulent le meilleur pour leur enfant, mais s'ils sont capables de ne pas payer pour ou de payer moins cher, ça serait bien correct. Fait que ça a de l'importance, mais on est économe. Puis là, tu arrives au public régulier et là, tu as les parents pour qui ça n'a pas d'importance l'éducation. On en a, on va se le dire clairement, là. Les parents pour Mhm. qui l'éducation n'a aucune importance ou très peu d'importance, c'est une garderie à ciel ouvert. Et aussi, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de t'envoyer au privé. J'ai pas les moyens de t'envoyer au public sélectif parce qu'il y a quand même des coûts. Ou Mhm. encore, tu n'as pas les résultats pour rentrer parce que souvent, faut que ça, ça prend des notes pour rentrer parce qu'on coupe des cours à gauche, à droite, puis si tu n'es pas en réussite, ben, tu ne peux pas rester dans beaucoup de programmes. Fait il y a ça aussi. Mais
je veux pas te partir Non, non, vas-y, vas-y. sur un laïus, là, mais tu sais, il y a des beaux projets pour régler ça. Tu sais, entre autres, il y a l'organisme École Ensemble qui a un super beau projet qui est assez simple. C'est toutes les écoles privées, vous avez le choix. Vous devenez une école publique, vous ramassez les jeunes de votre bassin, on va redécouper les cartes des centres de services scolaires, hein. Et si vous refusez, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de refuser. Vous devenez une école 100% privée. C'est aussi simple que ça. Tu as le choix en tant qu'école privée. Tu peux devenir public. Tu vas relever d'un centre de service scolaire, mais tu vas avoir ton autonomie quand même. Tu vas accueillir les gens de ton bassin. Puis sinon, 100% privé, on te coupe toutes tes subventions. Puis on redispatche les élèves comme ça. Le plan a été mis en place, je pense, c'est en Norvège. Mhm. Quelque chose qui ressemblait à ça à l'époque. Puis je trouve ça intéressant. C'est un gros mandat, par exemple. Ah ouais, c'est Tu un gros risques en mandat. tant que politicien de te remettre à dos une partie de ton électorat, là. Mhm. Fait que, Ça, puis je pense que Québec solidaire, il serait très pour appliquer ce genre de programme-là aussi. Pour ça, parce que les autres, ils disent qu'ils veulent arrêter les subventions à l'école privée, justement. Là. C'est ça. Moi, personnellement, je t'avoue que j'ai peut-être une opinion plus controversée là-dessus, mais je pense que l'école privée, ça devrait pas avoir des subventions coupées parce qu'à l'heure actuelle, ça permet plus de mixité sociale. J'ai l'impression que si on isole le 1% dans des écoles privées, mhm, on va retourner à l'école classique de l'époque. Puis moi, c'est quelque chose personnellement qui me dérange. Donc, moi, je suis vraiment pour la mixité sociale. Mais je trouve que, par contre, l'idée d'accueillir des gens du bassin, je trouve que c'est une très bonne idée en soi. Mais de couper les subventions aux écoles privées, tu sais, rendu là, moi, j'aimerais aussi bien dire, les écoles privées, ça n'existe pas. Ce ne sont que mhm. des écoles publiques, puis ça finit là. Tu sais, rendu là, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Tu sais, j'ai pas de problème avec le modèle, tu sais, de l'école privée à l'heure actuelle, puis de la manière dont leur pédagogie fonctionne. Mais vraiment, par exemple, de laisser les écoles privées exister, mais couper les subventions, j'ai vraiment un problème avec ça, personnellement. Mais peut-être que j'ai des détails que je connais pas, puis bon. Mais il y a une autre solution à ce problème-là, parce que si on prend pour acquis que c'est un problème, en tout cas dans nos écoles, je pense qu'on est capable de dire que c'est quand même un certain problème. Mhm, Puis moi, je suis dans une école de région, on a très peu de jeunes qui viennent, qui s'en vont au privé mhm, dans ma région. Mais nous, ce qui se passe, c'est que dans mon centre de service scolaire, les jeunes très aisés vont dans des écoles privées. mhm, Donc, les écoles du centre de mon centre de service scolaire, eux, ils ont des programmes sélectifs centre de service scolaire. ok, Donc, les autobus les amènent de chacune des écoles. Fait que nous autres, on se fait quand même, mais c'est par plusieurs paliers que ça se fait, là. Fait que ok, ok, c'est ok. quand même un problème. Mais l'autre solution, en tout cas du moins, PIS a été amenée par Régis Royer. C'est très Mhm. rare que je suis en accord avec M. Royer. Sincèrement, Ah ouais? mais je trouve que parfois, ça paraît que ça fait longtemps qu'il n'a pas mis les pieds dans une classe. On va Ok, le dire comme ça. ok. Mais ça, je trouvais ça quand même intéressant. Il disait on devrait déterminer le pourcentage de jeunes en difficulté dans nos écoles, parce que c'est un problème aussi. On arrive dans nos classes de réguliers qui ne sont plus régulières. Fait que si on détermine qu'au secondaire, par exemple, on aurait un 25-28% d'élèves en difficulté, ben, une école privée devrait accueillir entre 25 et 28 d'élèves en difficulté d'apprentissage. Mhm. Ils les géreront comme ils voudront. Est-ce qu'ils veulent les intégrer dans leur classe? Est-ce qu'ils veulent faire des classes particulières? Ce sera à eux de le gérer. Puis ces élèves-là, on va 100% les financer. Ok. Fait qu'en plus, pour aider une certaine mixité sociale, puis justement libérer des places dans les écoles publiques, puis ramener nécessairement des élèves qui sont privés au public parce qu'ils vont manquer de place quelque part. Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est une piste de solution qui fait beaucoup de sens. Tu sais, tu règles, comme tu dis, le problème de mixité sociale. Ouais. Puis je crois que la dernière piste en date qui a été mentionnée, c'était celle du Parti libéral. Ils ont dit maintenant les programmes particuliers dans les écoles publiques, ça coûte plus d'argent, c'est nous autres qui les payent. Ça, c'était leur idée. Après ça, si ça coûte de l'argent. Puis tu sais, souvent j'en discutais avec mes collègues, on disait, ben en fait, on abolit les réguliers puis on remplace ça par programme particulier pour tous, accessible pour tout le monde. L'affaire, c'est que c'est beaucoup d'argent. Il y en a tout le temps qui vont poser la question, ok, ça coûte ça, fait que c'est où que tu coupes pour pouvoir payer tout ça. Après ça, il faut que tu le justifies politiquement parlant. Puis là, ça crée du désaccord dans la population même quand c'est une bonne idée. Fait qu'il y a beaucoup de politiciens qui voudront peut-être pas se mouiller, malheureusement, avec cette idée-là. Puis après ça, malgré le fait qu'il y a des études qui ont démontré, puis ça, je sais pas si tu l'avais vu, c'était une statistique qui était sortie.
Les élèves qui passent par le parcours régulier au secondaire à l'heure actuelle au Québec et qui réussissent à atteindre l'université, c'est 15%. Mhm. C'est énormément peu. Oui. Mais est-ce que c'est parce que ils passent par le parcours régulier qu'ils atteignent qu'ils atteignent peu l'université, ou c'est d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte? C'est probablement d'autres facteurs qui sont Mhm. justement reliés au milieu socio-économique. Mettons, tu parlais tantôt de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer autre chose que le programme régulier. Ben, ce qui est plate, c'est que souvent, quand tu vas dans les maisons de ces familles-là, ben, il n'y a pas d'importance accordée à l'éducation, comme tu dis, parce que le focus est mis sur autre chose. Ça peut être des fois des parents qui travaillent au salaire minimum, puis qui ont 2 jobs, puis que leur temps, c'est trouver le moyen d'aller acheter un pack de spaghettis pour souper à l'épicerie, puis qui coûtera pas trop cher. Fait que ça, c'est des réalités, surtout dans les quartiers défavorisés. Je sais pas dans ta région si tu as cette réalité-là, mais moi, je sais que, mettons, dans le bassin des premières seigneuries, des bassins défavorisés, il y en a quand même. Il y en a quand même. Beaucoup, beaucoup. Moi, je dirais que mon école, c'est celle qui a l'indice socio-économique le plus élevé. Parce qu'on est dans un milieu, classe moyenne aisée, puis même milieu riche. Là. Je veux dire, les concentrations coûtent très cher, puis c'est plus de la moitié des élèves qui sont dans des programmes. Fait que, Mhm. veut pas, ça apparaît sur la clientèle. Mais, certes, ça apparaît sur la clientèle, mais on voit aussi encore plus le clash entre les élèves du régulier, justement, puis les élèves des concentrations. Les élèves des concentrations. Ça, malheureusement, ça se voit beaucoup. Puis, des fois, ils se disent, ah ben, je suis juste au régulier. Ça, c'est le Ah pire oui, entendre. Je suis oui. juste au régulier. Ça en dit long sur tout ce qui se passe à la maison après. Puis sur leur motivation à être à l'école aussi. Moi, je pense que c'est là qu'elle est la clé, la motivation. Les programmes particuliers offrent une motivation à être à l'école. Puis heureusement qu'il y a du parascolaire comme la robotique, justement, Mhm. qui permet de dire, hey, moi j'ai envie de rester à l'école un peu plus. Là. Yes. T'allais-tu dire quelque chose? Non. Ok, t'es genre full d'accord, genre. Écoute, j'ai fait mon speech tantôt, là. J'étais parti. Ah, c'est bien bon, c'est bien bon. C'est ça. Mais malgré tout, des fois, la motivation peut entraîner des comportements chez certains élèves pour leur faciliter la vie. Parce qu'ils sont pas motivés, mais ils savent qu'il faut qu'ils soient là, fait qu'ils vont se faciliter la vie le plus possible. Puis en ce moment, le moyen à la mode pour se faciliter la vie dans les classes, il s'appelle ChatGPT. Yay! Eh oui, donc, selon toi, est-ce qu'on devrait faire comme en Italie puis bannir ChatGPT ou toute autre application du même genre de nos classes pour pouvoir faire progresser l'apprentissage? Comment tu traiterais l'avenir technologique et de l'intelligence artificielle en enseignement? Écoute, c'est c'est même pas une question. Ah ouais? C'est juste à peu près impossible. Ok. Tu sais, c'est parce que tu veux barrer tout ça. Tu sais, ça veut dire qu'on vit en vase clos, première des choses, là. Tu sais, les élèves n'ont pas d'appareils qui sont connectés à Internet. ChatGPT, tu as lui, tu as Bard, tu as Microsoft, je me souviens jamais, en tout cas, peu importe, il y a des Rabing, puis il est dans Canva, il y a des plugins d'intelligence artificielle partout, partout. Tu sais, fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? Est-ce qu'on veut vraiment... Je vais reculer. C'est bon, vas-y. Nous autres en maths, Ouais. nous autres en maths, Ok. à l'époque, quand la calculatrice est sortie, Oh. ça, tu vois où est-ce que je m'en vais, Ouais. hein? Ça a fait des manifestations. Ah ouais. Écoute, ça avait pas de bon sens, fallait bannir ça, c'était le démon. Puis tu regardes ça avec le recul aujourd'hui, ce qu'on demande aujourd'hui en maths à nos jeunes, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on demandait à l'époque. Parce que le calcul n'est plus un enjeu. On travaille vraiment sur le raisonnement, sur le sens, etc. Mhm. Est-ce que bannir un outil qui est là clairement pour rester, là, ben, à moins que OpenAI fasse faillite parce que ça coûte trop cher de faire rouler les serveurs, là. Mais, tu sais, est-ce que c'est réellement comme ça qu'on fait de l'éducation au numérique? Parce que les jeunes, une fois qu'ils vont sortir du secondaire, ils vont s'en servir de ChatGPT là, Mhm. pour écrire des courriels, pour faire des résumés ou peu importe. On est peut-être mieux de leur montrer à bien s'en servir. Je pense pas qu'on est capable de vivre en vase clos. Mhm. Quand tu me disais que l'Italie avait essayé de le faire, j'ai bien hâte de voir ce que ça va dire dans 2 ans, là. Mhm. Parce que Puis, même si tu le bannis sur le campus ou dans l'école, à la maison, ça existe encore. Sur les cellulaires, ça existe encore. Ça existe partout. mhm. Puis, il suffit de se prendre un petit VPN, puis de plus être en Italie, puis voilà.
Voilà, c'est Non, puis réglé. ça, ils font tout à mon école. Ils se mettent des VPN pour être sur TikTok parce que la bande passante n'est pas capable de gérer TikTok, là. Fait que... Mhm. Ah non, ça c'est quelque chose, par exemple, là. Mais bon, on fait ce qu'on peut, comme on dit, hein. Mais outre cela, par exemple, tu sais, nous autres, à notre école, tu sais, on vient d'adopter une règle qui dit que les cellulaires doivent rester dans la caserie parce que Dans le casier, ouais. dans le casier parce que la présence du téléphone cellulaire à lui seul diminue l'attention, même si tu t'en sers pas. Le fait qu'il soit dans la classe, ça a son impact. Fait On a qu'on- fait la même chose, mais on est passé à Chromebook un pour un. Tous les élèves ont des Chromebooks. Ah, nous autres aussi, par exemple. Parce Ouais. que justement, on a des élèves en concentration qui Ouais. payent très cher, fait qu'on a les moyens d'acheter des Chromebooks, là. Mais je pense pas que toutes les écoles ont réussi à. Je pense pas que toutes les écoles ont réussi à avoir assez de budget pour ça. Il doit y en avoir qui en manquent encore, Voilà. mais en théorie, tous nos élèves ont des Chromebooks. Puis on essaie d'apprendre à. On essaie de l'utiliser le plus possible. Mais justement, il y a un argument qui dit ouais, pourquoi vous bannissez les cellulaires des classes pour apprendre à se servir de la technologie. Euh, c'est quoi la différence, mettons, entre un téléphone cellulaire et ChatGPT, mettons ici, tu sais, à part ce que j'ai dit. Tu sais, mettons là, ok, ça enlève la concentration, mais pourquoi est-ce qu'on leur apprendrait pas à bien s'en servir pour plus que ça diminue leur concentration? On leur apprend pas à être patient puis à dire, hey, ta notif, elle peut attendre. Tu sais, des choses comme ça. Écoute, je pense que écoute, l'éducation numérique, c'est quand même mon dada, là. Ah ouais, Je pense qu'il y a comme des paliers dans l'éducation numérique, puis le cellulaire, c'est comme le summum, c'est la cerise sur le sundae. ok. C'est trop personnel un cellulaire. Tu as trop d'applications, tu as trop de notifications. Nos jeunes, c'est trop leur vie qui est là-dedans. Leur dire, tu t'en sépares, tu gères de façon intelligente tes notifications, c'est beaucoup demandé à un jeune. Je ne dis pas que c'est impossible, Mhm, puis nos jeunes qui le gèrent bien, c'est nos jeunes qui sont les moins accros à ça, quand même, mhm, on va se le dire. ouais. Fait que quand tu commences par un outil qui est dédié, on va dire un Chromebook, supposons, c'est un outil qui est dédié à ça, qui a certaines limitations, mais les élèves sont quand même capables de niaiser avec un Chromebook, là. Ils Ah peuvent ben aller sur oui. des jeux, ils peuvent aller sur des réseaux sociaux, etc. Mais ça donne un environnement un peu plus encadré, puis ça demeure un outil qui est conçu pour une certaine productivité. Tu sais, pour du traitement de texte, alors qu'un cellulaire, c'est clairement pas un outil de productivité. C'est un outil de loisir, beaucoup plus que d'autres choses, un Mhm, cellulaire. Tu sais, on est un petit peu moins efficace, disons là-dessus. Fait que moi, je pense que ça va en gradation. Un jeune au secondaire qui apprend à bien se servir d'outils numériques comme un Chromebook, etc., va probablement. Puis, moi, tu me dirais, on se donne comme objectif dans 5 ans de dire le cellulaire, c'est plus un enjeu. Je serais vraiment heureux là, de tout mhm, les ramener en classe parce que les élèves ont réussi à gérer comme ça. ChatGPT, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on doit laisser les jeunes l'utiliser à tout vent? Non. On a beaucoup d'éthique, d'enseignement à l'éthique numérique à faire avec eux autres. On a des questionnements à avoir avec eux autres sur, même, tout ce qui est la génération d'images. mhm, OK, c'est qui a des droits d'auteur? Est-ce que sur quoi ça a été entraîné, etc. Avant de garocher les jeunes à s'en servir, on doit avoir ces réflexions-là avec eux autres, première des mhm, choses. Puis après ça, comment est-ce qu'on s'en sert comme outil de façon logique? Moi, je ne ferais jamais écrire un de mes travaux longs d'université sur ChatGPT. Tu sais, je, je ferais peut-être écrire un paragraphe, par exemple, parce que j'ai pas d'idée pour mon paragraphe, puis je le retravaillerais. Comme ça me ferait un premier jet. Puis je me sentirais vraiment mal de ne pas le mentionner. Tu sais, ça devrait devenir un outil comme du traitement de texte. mhm. Mais c'est tellement nouveau, on n'a tellement pas de recul là-dessus qu'au secondaire, je trouve qu'ils sont un petit peu jeunes là-dessus. Mais je n'irais pas le bannir. Mais c'est ça. Ça. Parce que là, l'affaire, c'est qu'en plus, en ce moment, CCQ, on a une nouvelle thématique en secondaire 4 qui s'appelle Technologie et défis d'avenir. Là. Fait que ça donne une très, très, très belle porte ouverte pour en parler. D'ailleurs, je vais peut-être t'écrire pour te poser des questions à ce sujet-là. Là, parce que eux autres, ils vont vouloir voir du concret. Tu sais, parler d'algorithmes TikTok, puis de la prévention, puis tout, ils s'en sacent. Ils le savent déjà, puis ils s'en foutent de toute façon. Oui. Genre, tu sais, de dire par exemple que TikTok c'est chinois, Discord c'est chinois, puis qu'il y a de l'espionnage qui se fait là-dessus, ils le savent, puis ils s'en foutent. T'sais, ils sont dessus pareils, là. C'est comme Temu, l'application qui est full populaire en ce moment, où que le monde s'achète des produits là-dessus, là. C'est la même affaire, mais ils s'en. T'sais, je le dis à ma blonde, tu sais que Temu, de l'espionnage chinois là-dessus, c'est pas grave, c'est pas cher. Ok? T'sais. Maintenant, tu es au courant. Fais ton Ah, choix. c'est à peu près ça. T'sais, ben c'est la même dynamique, ils s'en foutent. Ok, là, je me dis, ok, comment on fait pour. Ouais, ben c'est ça, Shani, Temu. Elle vient de le dire. Ouais, elle se sent concernée, je pense, parce que je viens de dire. C'est ça. Alors, je crois que c'est le propre de beaucoup de mères de famille de découvrir des choses pas chères là-dessus pour leurs enfants là-dessus, là.
Mais effectivement, Shani, s'il y a de l'espionnage chinois qui se fait sur cette application-là, maintenant tu le sais. Maintenant tu fais ton choix. Tout est dit. Mais non, c'est ça. Fait que vraiment en parler avec les jeunes, mais de manière à leur faire comprendre, hey, comment ça marche, puis comment les sensibiliser. Tu sais, c'est quoi le rempart moral qu'on s'attribue, mettons, toi et moi, à se dire, je n'utiliserai pas ChatGPT de manière copier-coller pour faire un travail complet là-dessus. Alors qu'il y en a que vraiment tu les regardes puis tu te dis comment ils font pour faire ça sans avoir aucun scrupule. Tu sais, j'ai un prof qui m'a déjà dit carrément, moi ce que je faisais c'est que j'allais pogner des sources à la bibliothèque, des livres, j'y mettais en biographie, puis après ça le reste de mon travail je prenais Wikipédia puis je mettais ça dans mes textes puis je retravaillais un peu. J'étais comme, mais en même temps c'est logique, tu sauves du temps, t'es à l'université, tout est là puis tout Oui, fonctionne, mais je veux dire, il y avait comme un rempart moral pour moi qui m'empêchait de faire ce genre de choses-là. Fait que moi, j'ai fait mes travaux à la bonne vieille franquette. J'ai été chercher mes livres à la bibliothèque. Je notais des passages, des citations. Puis après ça, avec toutes les citations, je faisais un melting pot. Je gardais ça dans un dossier de notes. À côté, je faisais mon travail. Puis quand j'avais besoin, j'allais pogner une citation, je la collais dedans. Je faisais des liens. J'ai vraiment fait ça à la bonne franquette. Fait que, ouais, selon- mais autre temps, autre mœurs, on Autre n'est temps, plus là. autre mœurs, mais ça fait pas si longtemps. Hey, j'ai fini, genre, c'était là 5-6 ans. Ça fait pas si longtemps. Bon, c'est vrai que c'est une éternité dans les fêtes, mais bon, écoute, les libéraux étaient au pouvoir. Donc, ça fait une C'est éternité. quand même une éternité. Mais mettons, il est où le rempart moral qui nous empêche, nous, mettons, en tant qu'enseignants, de faire ça, selon toi? Écoute, Ah, c'est une bonne question, hein? je suis même pas sûr que c'est tant un rempart moral. Hmm? Tu sais, parce que ce qui justifie. On va appeler ça du plagiat, on s'en fâchera pas les pieds Ouais. dans les fleurs du tapis, là. Je sais que c'est pas ça, mais on va dire du plagiat. Un jeune qui fait du plagiat, Mhm. c'est pas parce que c'est une mauvaise personne. C'est parce qu'il manque de temps, c'est parce qu'il comprend pas. Tu sais, souvent, c'est juste ça. Tu sais, parce que la fierté d'un travail bien fait, tu sais, c'est tout le monde là. Fait Mhm. qu'un jeune qui se garoche là-dedans, qui copie, tu sais, qui paye quelqu'un pour faire son travail, ça a toujours existé, là. J'ai OK? déjà été payé! Ben, c'est ça. Ben, tu sais, c'est parce que tu comprends pas, parce que tu as besoin d'avoir une bonne note, parce que tu n'arrives pas dans le temps, etc. Ben, un jeune qui va le faire faire sur ChatGPT ou peu importe, c'est pas parce qu'il est fier de ça, c'est pas parce qu'il est heureux de ça, c'est parce qu'il manque de temps, parce qu'il ne se sent pas compétent, etc. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas plus le rendre compétent, utiliser l'outil comme du monde? Mais tu sais, les universités vont avoir à changer leurs approches aussi par rapport à ça. Hmm. Mais le rapport moral, je suis même pas sûr que c'est un rapport moral, sincèrement. Hmm. Je pense que c'est juste que ça n'existait pas dans notre temps. Écoute, on a acquis l'habitude de travailler puis de peut-être valoriser l'éducation avec un grand E en général. T'sais, on valorise la démarche d'apprentissage, je crois, en général. On valorise tout le travail cognitif que ça implique d'apprendre quelque chose, puis on en ressent, comme tu dis, une certaine fierté. Comme tu dis, la fierté d'un travail bien fait implique la démarche de compréhension qui vient avec. Et pas juste le fait de chercher la bonne réponse. Mais en même temps, je veux dire, moi, j'ai fait des travaux d'université. On était en travail d'équipe avec des collègues. Puis je dis, ben toi, tu fais le travail de adolescence, peu importe, je me souviens plus du nom du Ah, cours. Puis il moi, existe encore. je vais faire le travail de programmation. Tu comprends-tu? Mhm. Puis on met nos noms dessus. Mais moi, j'ai jamais vu le travail d'adolescence. J'ai rien appris de ce travail-là. Puis toi, tu n'as jamais, tu sais, aucunement capable de programmer. C'est pas plus éthique, là. On Non. s'entend. Non, c'est un fait. C'est un Fait fait. que, Mais bon, écoute, mais comme tu dis, on a fait nos affaires quand on était on a fait nos affaires quand on était à l'université pour sauver du temps. Puis je pense que les jeunes font la même chose parce qu'ils veulent sauver du temps. Mais après ça, je pense que le jugement vient surtout du fait que vu qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas nécessairement un sens des priorités. Puis on dit ils sauvent du temps pourquoi? Pour faire des affaires inutiles, pas juste du divertissement. Alors qu'on vit vraiment dans un monde où de plus en plus de divertissement, on a l'habitude de l'écarter. Parce qu'on mhm. place le travail, la vie de famille, les responsabilités en priorité. Puis on te félicite de couper ton divertissement quand t'en as besoin. Mais vu que les jeunes en ont beaucoup, on se dit qu'ils devraient couper là-dessus, alors que dans les faits, une vie équilibrée, c'est 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de plaisir, loisir, divertissement. Normalement. Mais les profs auront jamais ça. Non, Les profs auront jamais ça. ça Sauf si n'existe pas. tu rentres le divertissement dans tes classes, comme tu disais tantôt, ou ce que Ah, c'est ben moi, relaxant. regarder mes élèves, ça me divertit beaucoup. Ah ben c'est ça, il y a toutes sortes de choses. Puis des fois, ils te sortent des jokes ou des affaires, puis tu te dis, oh mon dieu, là. Ah, les mères non plus. Ah, Non, les mères, c'est jamais équilibré. Non, ça c'est un fait. Ça c'est un fait.
Puis les mères enseignantes, encore moins. C'est vrai. Ben, toi, tu penses que ta blonde est enseignante aussi, Non, hein? moi, ma blonde est pharmacienne. Ah! Oh, ok, là. Je pense que c'est une job qui demande beaucoup de temps et d'heures aussi. Yes. Ben c'est bon, je suis content qu'on ait parlé un petit peu de techno. Mais sinon, ceux qui disent que ta matière est inutile, parce qu'il y a du monde qui trouve le moyen de dire que les maths c'est inutile, alors que c'est peut-être la matière où on a moins tendance à dire ça avec science, ou français, mettons. Moi, en CCQ, je suis capable de concevoir qu'il y en a qui vont dire que ça sert à rien. Je veux dire, des gens qui disent que la philo, ça sert à rien, il y en a à... écoute, tu brasses un arbre et t'en as trois qui tombent, là, t'sais. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux... Chani a dit que c'est la meilleure des matières, les maths. Écoute, c'est la meilleure matière, Chani, c'est sûr. Mais, écoute, moi, les gens qui me disent que les maths, c'est inutile, premièrement, ils n'ont pas compris c'était quoi les maths. C'est à la base. Si tu dis que les maths, c'est inutile, c'est que tu penses que les maths, c'est calculé. Alors que les maths, c'est loin d'être ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Calculer, là, apprendre à additionner, soustraire, là, on s'entend-tu que c'est maximum première, secondaire. Tout le reste du programme va beaucoup plus loin que là. Ça, on apprend à faire des liens, on apprend la logique, on apprend à se détacher de la donnée pour avoir une vue globale. Les maths soutiennent les sciences, les maths soutiennent bien des choses. Puis souvent, ben moi, les gens m'écrivent ça sur TikTok, puis je trouve ça très drôle que tu m'écrives que les maths ne servent à rien sur TikTok, dans l'algorithme basé sur l'algèbre qui est le plus efficace à date de l'histoire de l'humanité, première des choses, sur une machine qui a été créée, qui est une merveille de technologie, ton cellulaire. C'est juste un non-sens de me dire ça, sincèrement. Là. C'est vrai. Mais ces personnes-là n'ont pas compris. Ces personnes-là ne comprennent pas c'est quoi, par exemple, l'algèbre. C'est quoi l'intérêt. À part, genre, j'ai fait 2x plus 3x, ça fait 5x. Ils sont arrêtés à ce seuil-là de compréhension pour dire que ça sert à rien. Je me sens coupable avec ce que tu viens de dire. Moi aussi, mon seuil de compréhension, il s'arrête là en algèbre. Mais souvent, on ramène ça à on devrait faire plus d'économies, on devrait apprendre à gérer un budget, on devrait faire. OK, oui, mais ça, là, ce que tu me dis, c'est super intéressant. C'est vrai. Mais c'est pas des maths dans le sens qu'on l'entend dans nos programmes de formation. C'est de l'économie. À la limite, c'est de l'économie familiale. Tu comprends-tu? Chose qu'on a tassée il y a plusieurs années, ramenée, on ne sait plus trop ce qu'on fait. Fait que c'est ce que je réponds. Et je m'emporte souvent. Non, ben c'est parce qu'à un moment donné, quand tu te le fais dire 3 puis 4 fois dans la même semaine, là. En plus, les personnes qui te le disent, souvent, ils te le disent ouais, mais là, ça sert à rien. Ouais. Fait que, comme, ils sont pas très éloquentes. Non, c'est ça, c'est souvent ça. Puis c'est justement eux autres qui prouvent le point contraire, rien que par le fait de le dire, là, à travers tout ça, là, malheureusement. C'est eux autres qui mélangent pi et Pythagore. Oh mon dieu. Bon, là, Shani, là, si elle t'a entendu dire ça, d'après moi, elle va trouver ça très drôle. Là. Donc, puis d'ailleurs, tu sais, anecdote, tu sais, Shani, c'est une de mes viewers les plus fidèles, et pourtant, elle a, quand même, pas en aversion, mais elle aime pas bien le cours que j'enseigne, étonnamment. Ah, le mélange entre pi et Pythagore. Rien entendu. Pi et Pythagore. Donc 3.1416 avec le théorème de Pythagore. Ouais, parce que tout le monde sait que Pythagore, ça sert juste à une chose, ça sert à calculer la surface d'une pizza. J'aime pas les sectes. Bah, Ouais. c'est ça. Moi non plus, je les aime pas. Je les aime, mais tu sais, j'aime les étudier. Je les aime pas pour les aimer. C'est ça la petite nuance. Bon. Mais non, c'est ça. Ben d'ailleurs, ça, c'est peut-être une chose qui va me manquer du cours de CR, là. C'est que j'avais tout le temps un volet sur les sectes puis les nouveaux mouvements religieux, puis je leur faisais apprendre la différence entre un mouvement religieux, tu sais, pas connu, puis une vraie secte, là. Tu sais, je leur expliquais toutes les tactiques, comment ils font pour attirer du monde, comment ça marche dans le cerveau, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne reste dedans. Tu sais, c'était vraiment un cours mélangé psycho et tout. Puis après ça, je leur donnais un groupe religieux à choisir, puis ils devaient me le présenter. Puis des fois, on tombait sur des pépites, là. Je sais pas si tu le savais, mais il existe une église de Diego Maradona. Le joueur de soccer, l'Argentin. Okay. Il existe une église de Diego Maradona. Il existe une secte qui s'appelait la Heaven's Gate, qu'eux autres, ils se promenaient avec des cônes oranges sur la tête pour simuler l'apprentissage de se faire kidnapper par des extraterrestres. Ok, ça va bien. Oui, ça va bien. Ça va très bien. Bien? Hein? Ah, mais... ta vie, ça va bien. Ah, mais écoute, mais quand ils tombaient sur ça puis qu'ils nous montraient ça, nous autres, c'était des pépites de plaisir. Je pense que c'est une des parties que les jeunes aiment le plus faire. Fait que ça, c'est plate, mais ça va me manquer. Techniquement, c'est encore dans le programme en 5e secondaire, mais c'est un petit thème, donc j'ai comme pas assez de... C'est ça, j'ai pas assez de temps pour faire un projet long comme ça, surtout pas en 5e secondaire à 2 périodiques, malheureusement. Non, c'est ça.
Fait que, bon. Donc, hey, puis je vais être rendu. Écoute, on est déjà rendu à ma dernière question. Donc, Dernière question. oui, si tu étais ministre de l'Éducation, ce serait quoi tes priorités pour l'école québécoise? Oh, bonne question. Tu sais pas laquelle mettre en premier à vous. Hmm. Ben, écoute, j'en aurais deux. Oh. OK? Sincèrement, je pense que les conditions de travail des enseignants et les conditions d'apprentissage des jeunes, c'est l'enjeu numéro un. Mhm. C'est sûr et certain qu'il faut pas sabrer parce qu'il sabre tout le temps. Faut donner un coup de barre là-dedans. Puis, il y a ça demande un gros redressement de gouvernail. Tout ça, là, c'est des enjeux de taille qui, clairement, à court terme, vont coûter beaucoup d'argent. On n'engage pas du monde, puis on dégage pas du temps gratis dans la vie. Fait que ça serait l'enjeu numéro un. Et l'enjeu numéro deux, je pense que l'école à trois vitesses est vraiment un enjeu important. Mhm. À la grandeur. Non, je dirais pas à la grandeur du Québec parce qu'il y a bien des endroits où est-ce qu'il n'y en a pas d'école privée. Mhm. Fait qu'ils ne vivent pas, là, mais tu sais, Québec, Montréal, les alentours, là, Ouais. le stank, là, c'est vraiment du crunchy. Puis on a beaucoup d'élèves qui sont délaissés en ce moment, puis qui ne trouvent pas leur place. Puis je trouve ça vraiment triste. Mm. C'est triste parce que juste de trouver leur place, ça va leur permettre de rester plus longtemps ces bancs d'école en général. Mais là, la question avait un faux préambule. Mhm. Si j'étais ministre de l'Éducation, ça impliquerait qu'il y aurait un parti qui m'endurerait assez longtemps pour me confier le poste de ministre de l'Éducation. Eh ben écoute, hein, Ah, qui sait? En vrai, Sylvain, mettons que tu continues sur ta lancée à l'heure actuelle, tu sais, j'ai fait longtemps de la politique, là, tu sais, j'en ai déjà parlé vite sur TikTok, là, mais c'est pas un secret à ma commu, puis même pour mes élèves, ça reste pas un secret super longtemps, là, tu sais, tu t'es fait googler aujourd'hui que tu disais, là, moi je te dis que ouais, quand je il me me suis fait google... googler, je suis un snowboarder français. Ah ben voilà! C'est bien, mais t'as rien fait avec ta page Wikipédia? C'est pas toi qui as Non, fait ça? c'est pas moi qui ai fait ça. Il y a Mais... vraiment un snowboarder français qui est allé à Turin en 2006 qui s'appelle Sylvain Duclos. Sauf qu'il n'y a plus rien qui se met sur son compte. Puis il y a juste des photos de moi sur Internet quand tu cherches Sylvain Duclos. Fait que ma photo et son wiki ont été regroupés par Google. Oh wow! C'est très Ça, c'est drôle. les aléas de l'intelligence artificielle, je Hmm, pense. probablement. Mais c'est ça, moi, il me cherche puis il trouve mon ancienne photo de candidature pour le PCQ, là. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis certain qu'à un moment donné, tu vas avoir des offres. Certain, là, il y a un parti à un moment donné qui va t'approcher. Ce sera pas un gros parti, ça va être un petit parti underground qui va te dire hey, on veut un gars pour nous représenter en éducation qui a de l'allure puis qui a un beau parler, là. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va t'approcher une fois. Puis ça va être juste la première. Parce que maintenant, il va y en avoir d'autres qui vont s'essayer. Si tu continues de parler dans la parole publiquement, là, puis que, mettons, dans ton secteur, il y a un poste de député qui se libère, je suis pas mal certain que tu vas avoir des offres. On verra bien. Ouais. Puis après ça, si tu dis oui ou non, ça t'appartient, là. Mais bon. Moi, j'ai deux écoles de pensée. J'ai le gars stratège qui est en arrière puis qui a déjà fait du recrutement de candidats, puis le gars qui connaît la game qui te dirait Runaway, man. Mhm. Je comprends très bien. Eh oui. Donc bref, hey, ça a duré 1h41. J'espère que c'était pas trop long pour toi et tout là. Je veux dire, il y a de la correction à faire, j'imagine encore à 20h40, fait que On va aller faire des lunchs. ben oui, c'est vrai, en plus toi c'est ça, toi t'as les enfants à t'occuper en Deux enfants. plus, deux Yes. enfants. Ah oui, Yes. c'est à peu près ça. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de prendre de ton temps en cette rentrée scolaire très très chargée. Puis écoute, j'espère que ça t'a donné envie de revenir éventuellement. Donc peut-être bien que je pourrais essayer de faire un duo si je réussis à têter Sylvain dans la cause un jour. Oui, ben oui. C'est ça. Parce que... T'écriras Sylvain en cause, ben oui. Non, oui, parce que j'ai jamais été son élève, mais j'ai été à l'école quand lui enseignait encore les sciences. Donc ça fait un bon petit moment. Donc, On repassera avec plaisir. certain. Donc là, je vais fermer l'enregistrement sur OBS. Puis après ça, je vais envoyer les gens en raid de rejoindre un autre streamer. Puis écoute, tu resteras avant de partir. Fait que pour l'instant, ben, salut tout le monde et merci d'avoir été là. Ciao, ciao! Salut!